Non, je te l'écris. Et bonjour! Bonjour, c'est vrai que les cheveux ont poussé. Ouais, moi aussi, ils ont poussé, je crois. Ouais. Alors, Bonjour, nous bonjour. espérons que vous allez bien. C'est vrai, je vais vous prendre sur le Facebook. Le Facebook. Oh, olé! Et... Alors, attendez juste 2 petites secondes. Je crois que vous n'avez jamais entendu aussi longue cette chanson. Oui. Et c'est parce qu'on a de l'organisation derrière. On voulait tirer les... On voulait bien être dans les padrillons, tu vois, d'une belle arrivée. C'est ça, qu'on voilà. soit prête. Exactement. Donc, Laure est allée se coiffer, moi aussi. Oui, voilà. Bien entendu. Donc, bonjour Polo, bonjour Claudine, Et bonjour coucou. Sylvie. C'est quoi le sujet? C'est les maladies cardiovasculaires 2. 2. Voilà, parce qu'il y a eu le 1 la semaine dernière. Oui. Et là, nous passons au 2. Et le 2, ça va être en gros toutes les pratiques qui sont importantes. La suite du 1. Ouais, oui, eh ben oui, c'est bien. Non, Après, c'est tout ce qui va être aidant pour la maladie. c'est ça. Et de dire aussi qu'il y a des fausses croyances et des... Voilà. On pense que quand on a de rien, Sylvie, on est là pour ça. On pense que quand on a un problème, ou il y a des peurs, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte et on comment dirais-je, on a peur de faire telle ou telle chose. Ouais. Donc, en fait, c'est faire voir que ben, justement, surtout ce qu'on va vous présenter, c'est qu'il faut faire des choses, avoir un suivi, et voilà, tout ce qui est important après pour vivre bien avec une maladie cardiovasculaire. Bien sûr. Bien sûr. La première fois, on a parlé plus de prévention.
Yes, sur de l'information générale. C'est ça. Et global. Global. C'est un mot qui me fait rire, ça aussi, tu vois. C'est ça. Global. Je vais changer maintenant. Dans Ouais. sa globalité. Voilà, très bien. Salut les filles. Laure a mis les antennes sur la tête. Oui, c'est parce on capte mal à Montpellier. Donc, Et écoute, d'accord, il faut tester les choses. Donc, on les teste. Ça marche pas. Bientôt, je vais venir avec d'autres. Ah oui, mais parce que tu ne l'as pas vu cet après-midi. Et non, j'étais derrière l'écran. Elle avait déjà les antennes. J'étais dans les backstage. Dans les couilles lisses. Dans les couilles lisses. Comme dirait Mado la niçoise. Je l'adore. Ouais. Alors, mais Ah, pourquoi? mais parce qu'on ne s'est pas présenté. Mais voilà. Mazette dit. Les maladies cardiovasculaires, donc Laure, enseignante en activité physique adaptée, elle est là, avec ses antennes. Bien sûr. Et Annick, patiente éducatrice, présidente des associations Le Poids du Partage et Espace Objectif Santé et secrétaire du CNAO, qui est également ici présente avec son beau brushing fait qui va mieux oui, et qui va mieux que ce matin. Oui. Et ce matin, je n'étais pas en condition, donc j'espère que vous êtes régalés pour cette séance de détente. Par contre, je vais faire un effort sur ma voix. Le vendredi matin, je vais me lever faire des vocalises parce que je me suis entendue pendant 1 heure. J'ai eu du mal. Et nous avons notre attaché de presse. Exactement. Maintenant, on a recruté. Voilà. Bonjour. Françoise qui sera parmi nous, qui est mon acolyte le vendredi matin et qui maintenant sera là sur les balances en live. C'est l'opinion de la population. La population, c'est ça. Et nous avons Jonathan qui va arriver incessamment sous peu. Sous peu. Très bien. Donc, comme on vous l'a dit, la semaine dernière, on a fait de l'information beaucoup plus générale sur qu'est-ce que c'était vraiment les maladies cardiovasculaires, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver comme pathologie, tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut mettre en place pour soit réduire les impacts de la maladie, soit, comme ici, les améliorer dans tous les cas, ou faire limiter les risques de récidive. Quand je vois Laure, j'ai des problèmes de cœur. Non, mais écoute-moi, tu commences un peu à me saouler, tu vois. Alors moi, je ne suis pas la petite de la famille, mais à un moment donné, il faut que tu choisisses, d'accord? Donc, si tu préfères la jeunesse, j'ai bien compris, le Madame Polo, ne m'adresse plus la parole. Quand tu auras un problème, tu appelles Laure Cabanero. Je te donne ce numéro 06. Oui, non, c'est un problème, ça. Voilà, les problèmes de cœur, pour éviter les récidives, ne faites pas confiance à vos amis. Voilà, parce que sinon... Je trahi. Polo préfère la jeunesse, alors qu'il m'a toujours fait croire que c'était moi. Et donc, c'est l'annonce, avant la récidive et avant l'amélioration d'une pathologie, il y a toujours la prévention. Et surtout, avant la prévention, quand après la prévention a été faite et qu'on a la maladie, et surtout, la maladie cardiovasculaire est une maladie chronique. Donc, la chronicité va faire qu'il y aura des rémissions, il y aura des phases qui vont être mieux parce que le traitement est efficace, mais par contre, toujours, attention, récidive, possibilité de récidive, ce qui ne veut pas dire que votre état de santé va être en péril ou que ça va se dégrader. Ça veut dire qu'il faut être vigilant en mettant en place un comportement et avoir un équilibre de vie, mais sur tous les axes, sur l'alimentation, sur tout ça. Donc, c'est l'annonce du diagnostic, c'est savoir qu'il y a un traitement. Et là, on le voit aussi sur l'obésité avec la chirurgie qui est un des outils sur la problématique de l'obésité. Mais surtout, le but, c'est que quand il y a quelque chose qui est fait, on a moins les désagréments d'une maladie. Mais c'est pour ça que la chronicité fait voir qu'en fait, on peut les avoir et on peut les réavoir. Donc, dans ce contexte-là, c'est avoir les tenants, les aboutissants avec une maladie chronique, comment justement arriver à vivre mieux avec sa maladie. Donc, éviter les rechutes, les récidives ou les aggravations de la pathologie. Mais toi aussi, Annick. C'est pas le cœur, il y a marqué. Je n'en peux plus. Alors, je pense que quand on fera notre thème, on invitera Jean-Paul Monestier. Oui. Je pense qu'il sera même à représenter la population à ce niveau-là. Donc voilà. Donc, c'était ce qui était important, c'était qu'il y a la prévention. On vous parlera de quelque chose aussi à la fin. Justement, on vous a toujours dit que le balance on live, c'était ça, c'était la prévention. Et puis après, la maladie. Et puis après, il y a aussi comment vivre avec et surtout dans les maladies chroniques. C'est ça. Qui est de la prévention quand même. Oui. Même si c'est... Oui.
Voilà. Même si c'est pendant la maladie, ça reste quand même de la prévention. Et si même c'est l'aggravation, il y a quand même de la prévention. C'est toujours ce mot qui revient. Alors, un accident ischémique transitoire est-il une maladie chronique? Alors là, on va faire une recherche rapide. Sur les pathologies chroniques, c'est ce qu'on avait fait un jour sur les maladies chroniques. Alors, là, on va chercher. Et je répète pour les personnes qui n'ont pas forcément entendu ou qui n'étaient pas là sur les visios qu'on avait fait sur ça. Les maladies chroniques sont référencées au sein des ALD 30, affections longue durée 30. En plus de ça, il y en a qui sortent, il y en a qui reviennent. Ils ont enlevé les problèmes, l'hypertension, ils l'ont enlevé des ALD 30. Donc, en fait, et en plus de ça, sur une pathologie, sur l'insuffisance rénale, il faut vraiment que ça soit à un certain stade. Donc, il faut vraiment regarder chaque fois sur est-ce que c'est une maladie chronique, est-ce que c'est une ALD 30. Il faut regarder sur le site Amélie. Et après, il y a des maladies chroniques qui sont reconnues comme l'obésité et comme l'asthme, et je crois qu'il y a une autre pathologie, qui sont reconnues comme maladies chroniques, mais qui ne sont pas considérées comme des affections longue durée. Et si vous êtes en affection longue durée pour l'obésité, c'est parce que vous avez du diabète ou parce que vous avez une problématique cardiovasculaire. Donc, l'accident ischémique transitoire indique que le risque d'AVC est important. Le diabète, cette maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang contribue au dépôt graisseux sur la paroi des vaisseaux. La consommation, donc en fait, l'accident ischémique transitoire, donc c'est le risque d'AVC et l'AVC qui est lui, par contre, reconnu comme. On est coupé? Non, connexion audio, c'est Jonathan. Donc, je ne pense pas en fait que ce soit reconnu comme une maladie chronique. C'est le diabète qui est reconnu comme une maladie chronique, oui. C'est les risques. C'est comme l'obésité. C'est des risques, voilà, c'est ça. Et avec l'obésité, il y a des facteurs de comorbidité qui sont reconnus comme ALD, en fait. Donc là, c'est une pathologie. Et par contre, pour le demander ce que c'est cet accident. Donc, c'est l'accident ischémique transitoire ou ischémie cérébrale transitoire est une ischémie, donc une baisse de la perfusion sanguine d'une partie du cerveau, des rétines ou de la moelle épinière, responsable d'un déficit neurologique transitoire. Okay. Donc, en fait, une baisse des apports sanguins, en fait. Donc, c'est une problématique au niveau neurologique. Ouais. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Et nous avons notre attaché de presse. Hein. Ah, mais je ne l'avais pas sur l'écran. Bonsoir, Françoise. On la cache, on la fait venir de temps en temps. Voilà. Alors, le petit... ils sont revenus, oui, mais ils reviennent régulièrement nous faire des petits coucous. Mais c'est parce qu'on capte mal en ce moment, donc on fait des tests avec Annick. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et la prochaine fois, sachez-le, c'est que Annick, elle va rester 1 heure comme ça. C'est ça. Juste pour voir. Je vais faire la parabole. La parabole. Donc, j'espère que Jean-Paul, on a répondu à ta question et j'espère que Sylvie, nous avons répondu à ta question également. Donc, on va attaquer. Donc, juste, de toute façon, on a commencé à peine là. Vous avez parlé du coup de l'activité physique un petit peu sur les recommandations et tout? Non, sur l'annonce de la maladie, le diagnostic qui est posé. Et justement, comment, quand une maladie chronique, il y a des risques de récidive comme l'obésité, à partir du moment que c'est une maladie chronique, il peut y avoir une amélioration. Mais qu'est-ce qu'il faut modifier pour que justement, il n'y ait pas une aggravation ou de nouveau une récidive? Voilà. Et on en est là. OK. Apollo, il dit OK, c'est bon. C'est bon, Polo. Donc, du coup, quand on parlait d'activité, il y a du coup la pratique d'activité physique. Donc, pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, voire un sport dans de bonnes conditions, reste une garantie de longévité et bien prescrire le sport. Donc, moi, je rajouterais juste un truc, c'est que c'est bien prescrire le sport, mais c'est bien prescrire l'activité physique adaptée à votre condition du moment. Enfin, à vos conditions du moment. Donc, dans ces sports-là, donc il y a le sport tout court qu'on peut retrouver dans des clubs, tout ça, à condition qu'ils vous prennent malgré les soucis de santé. Parce qu'il y a des clubs qui ne prennent pas par peur, en fait, et par sécurité. Ou alors, il y a l'activité non sportive ou l'activité physique. Donc, ce que je vous disais avec l'activité physique adaptée, très souvent accompagnée d'un APA, donc d'un enseignant en activité physique adaptée. Et par contre,
il y a des interdictions à la pratique sportive. Et là, par contre, ce sont les médecins et certains médecins qui vous bloquent en fait cette accessibilité à la pratique. Pour votre santé, bien sûr. Ils vont le définir en fait. Voilà. Donc, quand vous allez avoir votre certificat médical pour pratiquer, eh bien, on vous mettra qu'en fonction si c'est de l'aquagym ou quelque chose, sur la course, admettons, quand on allait, nous, en tant qu'association, donc avec des personnes en problématique de poids, il fallait mettre sur la couverture en compétition. Et si le prescripteur, donc le médecin généraliste, avait un doute parce que votre diabète, parce que vous n'étiez pas assez entraîné ou quoi que ce soit, eh bien, vous mettez la pratique d'activité, mais on n'avait pas de certificat pour aller faire un 5 km alors que les personnes pensaient que… Donc, c'est toujours vraiment la prescription de la pratique et l'interdiction ou la restriction de certaines pratiques qui est déconseillée. C'est toujours en fonction de votre pathologie. Et après, les conseils, si vous trouvez quelque part à faire des choses ou vous-même, c'est pour ça que chaque fois, s'autogérer, penser que de toute façon, on est en capacité de faire. S'il y a entre guillemets, un regard du médecin sur cette pratique, Oui. ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour vraiment dire, ben là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Après, c'est peut-être pas possible à vie ou peut-être ça peut être possible dans une certaine limite. Et on voit par rapport à aussi avec la chirurgie de l'obésité, sur la contre-indication à ne pas faire d'activité pendant un mois. Et ça, après, Jonathan, on était plus ensemble quand on voyait les personnes et les patients après chirurgie. Eh bien oui, mais moi, j'ai envie de faire des choses parce que je me sens bien. Donc, on allait gratter un peu. C'était juste, tu marches un peu et les gens partaient sur 5 km de marche parce qu'ils se sentaient bien. Sauf qu'il y a plein de paramètres qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Qu'on ne sent pas forcément. Mais quand vous mangez rien du tout, quand vous êtes fatigué, que vous devez digérer l'anesthésie et qu'en fin de compte, même si vous ne le voyez pas, on vous a trafiqué quand même pas mal de choses, et bien c'est la même chose par rapport à toutes ces problématiques-là. Donc, c'est toujours vraiment penser que le médecin n'est pas contre nous, en fait. C'est ça, c'est que c'est un accompagnement jusqu'au bout. C'est ça. Et après, il y a un deuxième cas que moi je rencontre souvent, c'est des personnes qui ont peur du coup de cette récidive et du coup qui ont peur de pratiquer. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, comme dit Laure, qu'il y a des professionnels qui sont là pour aider et pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais surtout pour nous aider à la pratique. Et notamment, les enseignants d'activité physique adaptée, nous, on les défend parce qu'on sait, on sait comment ça se passe, on sait comment sont gérées les activités physiques. Et c'est vrai que des fois, ça permet de mettre en confiance la personne pour pouvoir après intégrer une activité plus sportive avec une validation du médecin, bien sûr. Mais je pense qu'aussi, il faut, pour les personnes qui ont peut-être peur, parce que ça fait peur, hein, si on a eu déjà un problème cardiaque, si on a eu tout ce que vous avez cité la semaine dernière sur des maladies qui sont assez complexes, voilà, le médecin, je pense qu'en sortant, il peut nous parler de récidive. Et ça peut faire peur à la pratique d'activité. Donc, n'hésitez pas à vous faire encadrer et de professionnels qui connaissent la pathologie et qui sont en relation avec vos professionnels et notamment avec vos médecins. Et par contre, après, sur la pratique d'activité, quand on parle du sport, après, ça ne veut pas dire si vous aviez une activité sportive, après une problématique cardiovasculaire, ça ne veut pas dire que votre activité physique sportive, vous ne pourrez pas la reprendre. Quand on a fait des conférences sur qu'est-ce que le sport, qu'est-ce que l'activité physique et qu'est-ce que l'activité physique adaptée. Donc, c'est vraiment une bonne prescription du sport ou de l'activité préconisée. Donc, la bonne prescription, elle part sur votre état de forme, sur le moment où vous voulez reprendre l'activité, que soit le sport ou que ce soit de l'activité physique adaptée. Il faut juste que les paramètres soient validés. En fait, et maintenant, quand on voit sur la prescription de l'activité physique et du sport, et quand vous parlez des maisons sport santé, les maisons sport santé sont là aussi pour ça, dans leur rôle et dans leur mission, qui ne sont pas que celles-là, d'accord? Mais si j'ai bien tout compris, et les référés, les arrêtés et les machins, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les maisons sport santé sont là pour évaluer les capacités, les choses comme ça, et vous orienter vers une pratique d'activité qui va maintenir ou améliorer votre santé. Mais qui va correspondre totalement en fait, voilà, à ce que vous avez. Et qui va pratiquer, vous allez pratiquer sans risque et vous allez faire petit à petit, donc avec des réévaluations derrière. Donc, bien prescrire une activité,
il faut vraiment que ça soit sur des personnes qui pourront estimer dans tous les domaines, en fait. Dans vos domaines physiologiques, articulaires. Donc, vous voyez bien que tous ces cardiologiques, respiratoires, quelle que soit la problématique, et là encore plus par rapport aux problématiques cardiaques. Et donc, ça, c'est aussi important. Et puis, en plus, c'est la bonne prescription, mais la bonne pratique de l'activité. Voilà, Moi, quand je vois des personnes, parce qu'elles font de l'activité et que même des gens en bonne santé, il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas de préparation, et je m'en mets comme ça, pas bien en tête, pleinement le corps non plus. Tu te mets en danger. Et en fait, dans la pratique du sport ou de l'activité, et qu'on soit avec une problématique cardiovasculaire ou pas, pour moi, il faut aussi insister sur la bonne prescription, mais la bonne pratique de l'activité ou sportive ou activité physique adaptée. C'est pour ça que entre nous, on est quand même bloqué. Quand je vois le commentaire de Jean-Paul, il a totalement raison sur le fait, il dit, mais souvent les docteurs ont peur pour les obèses qui veulent faire du sport, surtout les cardiologues. Et c'est vrai que ça, on est quand même bloqué des fois avec certains médecins, pas tous. Après, on va pas, ça dépend pas de corporation, ça dépend de comment eux, ils voient, et comme eux, ils sont responsables aussi, voilà, vos médecins référents, ils sont responsables aussi de ce qui va se passer après derrière sur le mouvement. Mais je pense que comme il y a encore peut-être une incompréhension sur réellement ce qui est fait dans le sport adapté, dans l'activité physique adaptée, dans tout ça, je pense qu'ils ont encore du mal à laisser assez de lest, on va dire, dans la prescription de l'activité physique. Et c'est encore dommage, mais je pense qu'on va y travailler. Parce que le but du jeu, c'est sûr, hein, s'ils sont restés les médecins que sur du sport et sur un sport qui demande une intensité, qui n'est pas forcément adapté, qui n'est pas forcément contrôlé, le médecin ne va pas prendre la décision de vous donner la prescription. C'est là que c'est hyper intéressant en fait, de travailler avec ces médecins qui sont encore sur la restriction. Ouais. C'est de voir si le patient se rapproche par exemple d'une association comme l'Espace sous le poids du partage par exemple, vient ici, rencontre des APA, discute avec l'APA, mais en discutant, il se rend compte que le cardiologue ne veut pas prendre en fait le risque de remettre la personne en activité physique. Eh ben, c'est à l'APA en tant que professionnel de prendre rendez-vous avec ce cardiologue et de voir qu'est-ce qui se passe, en fait, pourquoi il a ce blocage-là, ce mec, et pourquoi, et convenir en fait d'une bonne activité pour le bien-être et pour l'amélioration de Ça c'est sûr, et je pense que Annick, elle y travaille. Je me souviens d'un an où on nous avait dit par rapport à l'association à l'espace sur les médiateurs en santé, les choses comme ça, et je pense que vraiment c'est quelque chose d'hyper important d'être le modérateur entre le point médical de ce qui est dit et ce qui est acté, et à côté de ça, dans la pratique et dans la vie quotidienne, en fait, il y a peut-être un blocage pour le pratiquant, et que du coup, essayer de faire le lien, le pont entre les médecins et la pratique, bien sûr. Mais de toute façon, alors là, ça c'est un truc pour lequel je me bats, oui, et un autre truc aussi pour lequel je me bats, c'est justement, c'est quand on a identifié des structures, et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre un accompagnement dans la pratique pour une personne en bonne santé, et si tu vis avec une maladie cardiovasculaire ou maladie chronique, automatiquement, tu es en moins bonne santé que des personnes qui n'ont pas jamais eu de problématique de santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire déjà la différence entre une salle de sport. Et ça, j'appelle aux personnes qui se diraient, mais pourquoi? À l'espace, on est ouvert parce qu'on fait du sport santé pour les personnes en ALD. On n'est pas une salle de sport. On n'est pas là, les personnes ne viennent pas pratiquer une activité physique juste parce qu'à un moment donné, ils veulent pratiquer une activité physique. C'est encadré. Et on voit que dans un premier temps, oui, comme tu dis, nous, on est là pour faire le lien et interroger les professionnels. Et aussi, quand on est une bonne structure et quand on fait le travail correctement, on peut, dans l'accompagnement, nous, vous, en tant que professionnel, dépister des choses dans le cadre d'une personne là où elle avait un problème cardiaque et après, dans les tests, vous êtes aperçu qu'il y avait une désaturation, et bien c'est informer aussi le médecin généraliste qui va se mettre en lien avec le cardiologue pour que les choses soient faites et qu'on essaye d'explorer. Donc, c'est vraiment ça. L'interdisciplinarité, ce n'est pas juste que, en fait, chacun fasse. Et les médiateurs en santé, comme tu dis, moi, je pense qu'on a besoin, il y a des médiateurs maintenant qui se mettent pour tout, et en santé, et surtout dans la pratique d'activité,
ou des choses par rapport à la reformulation. Quand moi, je regarde, quand j'allais avec les chirurgiens pour expliquer juste avec des termes simples et non pas médicaux, ça, c'est important pour que la personne comprenne ce qui va lui arriver ou ce qui lui arrive. Concrètement. Et ça aide dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça qu'il faut identifier les structures, déjà, qui soient en capacité de vous accueillir. Parce qu'il y a plein de structures qui voudra oui, mais ça, vous le voyez. Donc, en ayant les informations, et là, pour à un moment donné, tu peux voir que tu n'es pas dans le bon endroit. Si on te dit, tu fais ça, tu transpires comme un âne, et si tu as eu de l'information que ce n'est pas comme ça, la bonne pratique d'activité, que ce n'est pas comme ça que tu vas préserver ta santé. Donc, nous, en tant que patient, on peut avoir notre propre expertise. Et en plus de ça, si moi, quand je suis allée voir quelqu'un, un rhumatologue qui ne me connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam, parce que j'avais une urgence, et qui m'a foutu une attelle, eh bien, j'ai appelé une personne qui me connaissait, et je lui ai dit, il m'a mis une attelle, elle m'a dit, écoute, enlève-la, parce que lui, il me connaît. Donc aussi, si nous, on ne se sent pas en accord vraiment avec ce que nous dit un médecin, mais on n'est pas bloqué à ce seul médecin. Osez aussi aller taper la porte pour avoir un deuxième avis, ça s'appelle. Et ne restez pas campé sur maintenant, normalement, si après Laure et Jonathan veulent le valider, dans n'importe quelle problématique de santé, à part qu'il y ait vraiment une contre-indication, personne jamais ne vous dira qu'il ne faut plus pratiquer d'activité physique. Surtout actuellement. Surtout actuellement, parce qu'il y a eu, là, si on regarde les 10 dernières années, on va dire, il y a vraiment eu un changement de regard sur la pratique d'activité. Et c'est hyper important, en fait, que les patients ou les professionnels le mettent en avant, en fait. Parce que moi, je pense vraiment que ce qui a fait aussi pencher la balance, c'est que les patients sont de plus en plus écoutés selon les services ou les choses comme ça, ce qui a permis aussi de faire avancer les choses. Mais ils sont de plus en plus écoutés voilà, c'est ça, parce qu'ils osent maintenant dire les choses. Et ça, je pense que c'est hyper important et il faut pas résigner cette place-là, en fait. Voilà, cette place qui est importante, en fait, dans l'avancée de la compréhension, en fait, de la maladie globale, d'accord, donc dans sa généralité et de son accompagnement. En voilà, fait. Et c'est pour ça que l'interdisciplinarité, ça veut bien dire interdisciplinarité. C'est que tous les acteurs autour d'un patient vont déjà communiquer ensemble. Et si c'est compliqué pour les acteurs et les professionnels parce qu'ils sont trop occupés, eh bien, il y a des acteurs comme des associations, comme des choses qui peuvent être identifiées pour être le lien et la parallèle, le relais entre tout ça et la passerelle, le parallèle, la passerelle. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi, votre projet de vie, votre projet de santé, avec en plus de ça une problématique cardiovasculaire. Il faut que tous soient acteurs, mais du patient au kiné, en passant par l'APA, par le cardiologue, par le médecin généraliste. Il faut que toutes les personnes, l'équipe autour de vous, soient investies dans vos accompagnements. Et c'est ce que je dis, c'est qu'il ne suffit pas que l'équipe soit investie. Si vous ne l'êtes pas déjà dans la réflexion, dans ce qu'on vous dit et que vous faites la tête brûlée et que les personnes que vous avez choisies ne sont pas contre vous. Donc, tous les acteurs, même nous, en tant que patients, on a un rôle, en fait. Pour ajouter, là, quand tu parlais de contre-indication par rapport à la pratique d'activité, je suis d'accord avec vous, hein, il n'y a aucune contre-indication, à part certaines que, alors je ne sais plus, Annick, si tu te souviens, on avait lu un beau dossier de la Haute Autorité de Santé qu'ils avaient sorti avec pas mal d'explications sur l'activité physique. Et je me souviens que sur les contre-indications, en fait, ils regardaient les contre-indications en fonction du type d'activité, du type d'intensité d'activité. Et à côté de ça, vraiment, les types de maladies qui étaient vraiment contre-indiquées, c'était des phases très sévères de la maladie, en fait. Sur certains types de maladies, des grosses hypertensions incontrôlées, des trucs vraiment très, très sévères. Mais sinon, globalement, sur ce document, c'était assez bien expliqué parce qu'il disait sur certaines intensités, il y avait telle maladie, certaines, etc. Mais en plus, ce que tu dis, c'est super important, tu vois. Parce que pratique d'activité, combien de fois on en a vu déjà en disant non, mon médecin m'a interdit de faire de l'activité. Sauf que dans l'activité, c'est l'intensité que tu dois y mettre. Qu'est-ce que tu vas y mettre? Si tu y mets de la résistance, si tu n'y mets pas de résistance, si tu travailles sur de l'endurance, si tu travailles sur de l'intensité au niveau c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut faire appel. Alors, moi, je ne suis pas. Mais c'est pour ça qu'il faut que la personne comprenne exactement ça et comprenne comment elle peut faire son activité. Et oui, mais pour ça, moi, je ne suis pas une spécialiste. Mais par contre, en étant vue de l'extérieur et en m'étant intéressée à ça, je m'aperçois quand on me compte
justement des personnes qui ont envie, et ben on les refroidit, comme tu dis, par peur. Oui, c'est ça. Et si le médecin sur l'ordonnance ou lui dit non, ne faites plus d'activité, ne bougez plus, la personne, elle ne va plus bouger parce qu'elle va croire que oui. Mais Sauf surtout que- qu'il va lui dire, vous bougez plus, sinon il va se passer ça. Voilà. Et Ça, donc, on file le bébé et en fin de compte, on nous met une responsabilité, des peurs supplémentaires et en plus que. Donc, vraiment, allez voir un autre avis. Et puis, comme on disait, à part vraiment des stades terminaux ou des problématiques de santé où il y a une contre-indication avérée, parce qu'on voit bien aussi, il y a des personnes déjà tellement qu'elles sont sur des problématiques cardiaques, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent même pas faire le ménage chez elles, Ah oui, même oui. pas travailler dans leur jardin. Donc, vous voyez, c'est de la restriction au-delà de la pratique d'activité. Et puis le problème qu'il y a, c'est que plus on va se contraindre à ne pas bouger, on sait au final où ça va. Ça va aller dans un déconditionnement à l'effort, un déconditionnement physique. Et derrière, en fait, chaque effort, c'est ça le problème, c'est que chaque effort demandera une montagne. Et pour des problèmes, par exemple, cardiovasculaires, et bien, en fait, comme il y aura eu un déconditionnement parce qu'elle aura arrêté de bouger parce que son médecin lui a dit de bouger, ben, le fait de faire son ménage, de monter l'escalier ou quoi, ben, au niveau de sa capacité respiratoire et sa capacité cardiovasculaire, ben, ça va être très compliqué, en fait. Donc, il y a aussi cette phase aussi où le fait de ne pas bouger, ben, ça induit surtout sur la sédentarité et sur le déconditionnement. Il y a Jean-Paul qui dit ce qui est bien, c'est d'avoir des appareils qui permettent de prendre la tension pendant et de se le faire expliquer par là-bas. Voilà, ça, c'est un accompagnement qui fait que. Et sauf que. Il rassure aussi. Voilà, et qui va mettre en sécurité. Quand on parle de la pratique d'activité, c'est en sécurité et mettre un programme parce qu'on va avoir évalué quel est le programme et surtout réévaluer. Donc, un programme qui va être bien à un moment donné ne peut pas être reconduit sur 2 mois, 3 mois parce que notre cognition va changer. Les problématiques vont peut-être s'améliorer ou il y a quelque chose d'autre qui va apparaître. Donc, c'est pour ça que le suivi, il est super important. Et Marie-France qui dit bonsoir à vous deux, je crois. Et bon live, il faut suivre vos émissions car elles sont très intéressantes et instruites. Je vous suis de chez moi. Alors, j'adore Marie-France. Je crois que, je ne sais pas si on se connaît, mais par contre, merci parce que émission, ça fait très professionnel. Et en plus de ça, c'est vraiment… Tu as dû déjà la voir. Ah, c'est vous amener de la connaissance avec des choses simples et sans prétention, mais surtout, au moins que vous ayez votre propre expertise et surtout… Marie-France, elle nous envoie un message à chaque fois qu'on fait un live. Elle est vraiment au top. Ouais. Et savoir qu'en fin de compte, plus on connaîtra, et c'est ça aussi l'éducation thérapeutique, c'est en fait, avant, c'était le patient, il faisait ce qu'on lui disait. Et bien maintenant, je pense pour celui qui me côtoie bien, c'est à un moment donné, vous pouvez vous dire, ben non, je ne comprends pas, expliquez-moi, et prenez 10 minutes en fait. Voilà. Et tu ne vas pas me faire un truc si je n'ai pas envie de le faire. C'est une co-construction, un co-accompagnement. C'est l'un accompagne l'autre. Sinon, il y a problème. Au bout d'un moment, ça bloque. C'est l'alliance thérapeutique. Waouh! Et puis alors, en plus, il y a l'utilisation d'un vocabulaire. Pou, quoi. Donc, c'était ça que j'étais en train de chercher, justement. C'était l'HAS que tu parlais tout à l'heure, Jonathan, sur les différentes pathologies qu'on avait vues. Ah, le valvulopathie, la cardiomyopathie. Par exemple, ouais, ça, c'était toutes les maladies en fait, des cardiovasculaires à peu près qu'on a vu la semaine dernière. Par exemple, les pathologies cardiométaboliques. Donc, l'activité physique, elle diminue l'incidence de mortalité, l'incidence et la mortalité des pathologies avec une relation dose-réponse. En gros, c'est que si votre activité, comme disait tout à l'heure Annick, une activité, ça se met en place par la fréquence et comment on appelle ça, l'intensité. L'intensité, la fréquence, le type d'activité. Voilà, c'est ça. Aérobie, anaérobie. Ah oui, amène-moi l'oxygène. Donc, du coup, c'est tous ces paramètres-là, en fait, il faut prendre en compte, il ne faut pas en négliger un seul, parce que sinon, il va y avoir un blanc à un moment donné, et c'est peut-être ce blanc qui ne vous fera pas avancer comme vous deviez avancer déjà de base, avec ce qu'on avait prévu de base, en fait. Et par exemple, pour l'hypertension artérielle, c'est l'activité physique, elle réduit le risque de progression de la maladie et elle réduit l'augmentation de la pression artérielle avec le temps. Voilà, donc en fait, on voit que c'est bien ce qu'on vous disait dès le début, c'est qu'on peut agir dès au début
enfin, avant la maladie, pendant la maladie et après dans le sens où si jamais il y a aggravation, il y a possibilité quand même. Et dans ce que tu disais, les interdictions à la pratique d'activité, donc sur l'HAS, sur l'OMS et même sur Amélie. Et en fait, les maladies cardiaques, donc il y a les maladies coronaires, les valvulopathies, les cardiopathies et l'hypertension peuvent être interdites de pratique d'activité du sport, voire limiter la réalisation d'activités physiques adaptées ou sportives, du bricolage ou du jardinage. Et en fait, ils disent que les interdictions dépendent de l'évolution de la maladie, c'est pour ça qu'il faut être suivi, dépendent de la tolérance à un traitement, que le traitement ne va pas donner des effets secondaires ou comment on va réagir. Et donc, avec tout ça, tous ces paramètres, avant tout, il faut consulter un médecin. Et les interdictions, elles sont faites pour les problématiques cardiaques, pour les problématiques respiratoires, pour les problématiques circulatoires et ostéo-articulaires. Et en fonction de ce que vous avez, c'est justement sur des maladies rhumatismales inflammatoires, eh bien, la pratique, elle n'est pas préconisée dans certains cas, suivant votre état général et tout ça. Parce qu'il y a l'état général qui compte aussi à la pratique d'activité. Il y a votre fatigue, il y a comment vous allez récupérer. Si déjà vous avez un traitement qui est lourd et que vous êtes fatigué, épuisé, ben, la pratique, déjà, s'il y a une fonte musculaire importante, eh bien, il ne faudra pas faire cette activité-là. Parce que, donc, il y a tous ces paramètres-là. Nous, on n'est pas en compétence de le savoir en tant que patient. Mais par contre, justement, en allant puiser l'information, et si l'équipe travaille en lien, eh bien, automatiquement, vous aurez un accompagnement de qualité en sécurité, en fait. C'est ça. Bonsoir à tous. Il faut continuer, même avec le Covid, car c'est très important pour nous d'améliorer notre quotidien. Mais bien sûr, et bonsoir Monique. C'est un plaisir de te revoir. Et bien sûr qu'on continuera, et bien sûr que c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et je suis contente de ton petit message. Parce que je me rappelle de toi, par contre, Monique. Donc, du coup, au niveau de la pratique en elle-même, on dit qu'il faut privilégier, du coup, les types de sports endurants qui permettent d'améliorer les capacités cardiovasculaires sans imposer d'efforts trop violents au cœur. Donc, effectivement, l'endurance permet que, en gros, votre cœur et vos capacités cardiovasculaires, ils puissent s'adapter dans la longueur, donc dans le temps, à toute la pratique sans faire des gros pics à l'effort qui vont, qui vont peut-être pas poser de problème, mais peut-être vous restreindre dans l'activité et vous rendre mal, en fait. Voilà. Et en plus, ça, tu vas le définir justement en regardant ta fréquence cardiaque, en disant que eh bien, pour telle problématique et telle personne, ce n'est pas aller au-delà. Donc, en fonction de ça, il y a des activités comme la marche, la natation, le ski de fond, la course à pied, le rameur à l'aviron qui rentrera dans un type d'activité physique qui sera sur une certaine endurance et qui va chercher quelque chose en vous. Et puis après, il y a le tennis, il y a le fitness, la marche sportive en montagne qui va être une autre forme. Oui. Et donc, en fonction de cet examen-là et de voir être vigilant à la fréquence cardiaque et comment votre fréquence cardiaque, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, Polo, eh bien, il y a dans un temps, il y a peut-être telle pratique qui sera bonne pour votre fréquence cardiaque et quelle zone pour aller chercher, et d'autres pratiques, tu ne pourras pas aller dans un premier temps parce que tu iras dans une zone qui n'est pas appropriée. Et je rebondis juste sur ce que tu dis, c'est que là, par exemple, les premières activités que tu as citées, ce sont les premières qu'on l'on fait, on va dire, pour vraiment le reconditionnement, l'effort, tout ça. Et ensuite, on peut passer à du plus spécifique qui demande un peu plus une plus grande endurance. Et voilà, et ce qui est important, c'est cette progressivité et pas les taper direct dans la haut, parce qu'au lieu de travailler en endurance, en fait, vous allez travailler beaucoup trop fort pour le corps. En fait. Et après, on le voit que sur toutes les pathologies, sur les personnes avec à la reprise d'activité après chirurgie, quand ils reprennent, ils vont commencer par justement de la marche ou des choses. Et quand là, je vois les trois types de pratiques et d'évolution, et bien, à la fin, c'est les sports de combat, la musculation, les sports de contact. Donc, tout ça, chez les personnes opérées de chirurgie, ça va arriver
pas dans les mois qui vont. On a la reprise d'activité à 6 mois ou à 3 mois suivant votre condition. Généralement, maintenant, franchement, c'est quand même beaucoup encadré maintenant. Oui, mais moi, excusez-moi du peu, moi je fais la parole des patients et peut-être ils peuvent se positionner. Oui. Eh bien, pour nous, une activité, c'est une activité. Et on ne voit peut-être pas la différence entre faire une randonnée en montagne. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. C'est sur les suivis post-op ou les choses comme ça. Alors, je mettrai un petit bémol sur ça, mais bon. Franchement, il y a déjà plus de médecins qui mettent, on va dire, une reprise d'activité beaucoup plus rapide. On en discutait l'autre jour. Ah oui, beaucoup plus rapide. Oui, c'est dans ce sens-là. Pas encadré parce que les personnes veulent aller parce que justement, ils ne se sentent pas bien. C'est ça aussi la différence. Après, ce qu'il y a, c'est que si le professionnel ne travaille pas déjà avec une équipe qui s'occupe de l'activité, non, là, je suis d'accord. Je te disais juste qu'il y a de plus en plus d'équipes, justement, qui s'agrandissent et qui proposent, en fait, soit pendant un court temps. Et là, moi, je pense que du coup, sur l'accompagnement, il est tellement court que je pense que ça ne suffit pas pour, entre parenthèses, amener assez de connaissances et de compétences à la personne pour pouvoir se gérer seule. Et dans ce cas-là, pour moi, il faudrait l'allonger. Et il y a encore des professionnels qui ne travaillent pas en équipe et qui disent juste, oui, voilà, ben, dans 3 mois, vous reprenez le sport. Oui, et là, par contre, non, ça craint. Et des patients qui disent, ben, maintenant, je vais mieux, et ben, je vais y aller. Et là, je vais y aller. Ils ne font pas la différence. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre, c'est… Donc, c'est pour ça que l'information, elle est importante. Et c'est pour ça qu'aussi, on pense que de faire ces balances en live, et c'est le retour que vous avez et vous nous donnez, c'est de donner de l'information, même si on n'est pas concerné. Hein. Moi, tout ça, je n'ai pas toutes les pathologies desquelles je vous parle, en fait, mais ça me permet d'avoir un peu plus de connaissances quand une personne elle vient et qu'elle a un problème de poids avec une problématique cardiaque. Avant, j'étais incapable de savoir la différence entre ça, l'arythmie, le pararythmie. Et en fait, cette connaissance ne va pas faire que je ne vais pas m'en servir pour moi, mais ça vous donne une idée de certaines choses. Ça vous donne votre propre expertise et après, ça vous donne le sentiment de comprendre. Et des fois aussi, moi, je pense que pour les patients, ça nous évite de nous mettre en danger parce qu'on ne le sait pas en fait. Donc, surtout rester sur son seuil et pas le dépasser car notre corps nous le fait ressentir aussi. Ben oui, voilà, justement, c'est savoir aussi s'écouter. Et après, par contre, il y a une certaine écoute, il faut apprendre aussi à s'écouter. Ce qui peut être compliqué parce que l'anxiété peut prendre le dessus, donc on s'écoute forcément d'une autre façon. Et donc, la pratique sera moins efficace parce qu'on a l'appréhension. Mais ça se travaille encore une fois. Il ne faut pas être pressé. Voilà. C'est la progression. L'augmentation de l'activité physique doit être progressive. Pas après pas. Comme tout, la perte de poids, ça doit être progressif. Après, souvent, il y a quand même si je peux rajouter sur la mise en place des activités physiques, c'est vrai qu'une personne qui a eu un problème cardiaque, tel qu'il soit, souvent, il y a une belle fédération de cardio. Et dessus, en fait, souvent, il est proposé, bon, déjà, souvent, après n'importe quel problème cardiaque, ils font un test à l'effort, ils essaient vraiment, tout ce qu'on connaît en termes d'examen, électrocardiogramme, etc., pour vraiment bien cibler au niveau de l'effort. Et souvent, il y a quand même une proposition sur des programmes ils appellent ça de réadaptation à l'effort. Donc, en fait, c'est des programmes qui sont faits pour justement redémarrer le corps et travailler sur ses ressentis, travailler sur plein de choses. Et je pense que ça peut être important aussi d'être aidé sur ce reconditionnement, cette progression, etc. Parce que moi, je connais un petit peu cette démarche-là parce que je travaille avec une asso de cardio. Mais c'est vraiment l'intérêt, c'est ça en fait. C'est qu'après, les personnes se rendent autonomes dans leur pratique d'activité. Mais au début, quand même, il y a pas mal de choses qui changent. Et notamment, comme on l'a dit, hein, avec des interdits et une mise en place d'un seuil. Vous avez parlé d'un seuil, donc la mise en place d'un seuil, c'est compliqué de gérer ce seuil-là quand on n'y a jamais fait attention. Et donc, c'est vrai que de suivre un certain programme de réadaptation à l'effort, ça peut nous permettre, une réadaptation cardiaque, ça peut nous permettre de pouvoir enchaîner après sur un sport ou une activité. Et c'est pour ça qu'après, les associations existent. Voilà. Chaque association a sa spécificité. Et c'est bien malheureux, permettez-moi de vous dire, qu'en fin de compte, il y a des associations où on donne plus de moyens
et qui sont plus à même à mener parce qu'ils ont des moyens aussi. Donc, vraiment, tout ce que j'ai pris par rapport au PowerPoint que j'ai fait et des informations, vous avez un très beau site de l'association Club Cœur et Santé. Donc, vous pouvez aller voir là-bas, vous pouvez aller vous renseigner. Eux, c'est des spécialistes. Donc, c'est ça qui est important. Mais sauf qu'il faudrait, et ça, je le dis, c'est que Annie Conchiro, donner les moyens autant à une pathologie qu'à une autre, en fait. Parce que le reconditionnement à l'effort, et remettre les gens les pieds à l'étrier, c'est bon pour tout le monde après n'importe quel. Le problème, Annie, qu'on est toujours sur le même problème du fait que c'est une fédération qui s'est créée il y a très longtemps et que en fait, les clubs dépendent des fédérations. Mais ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est juste, c'est pas un problème, c'est que c'est tant mieux. Tant mieux, moi je dis. Mais sauf que le problème, c'est où on dit c'est un problème. Mais moi je dis tant mieux que ces associations et ces fédérations existent et qu'ils aient des moyens de vivre. Par contre, moi, association ou collectif, eh bien, qu'on n'a pas forcément les moyens, eh bien, je dis peut-être soyons un peu équitables dans l'accompagnement parce que moi, je ne me sous-estime pas l'accompagnement qu'on fait ou dans l'association ou dans d'autres associations sur des scléroses en plaques, d'autres associations. Il faut créer une fédération qui est nationale. Non, j'ouvre juste ma bouche pour dire, ben voilà, qu'on s'interpelle et qu'il y a des bonnes choses qui sont faites, mais qu'il faudrait donner l'accessibilité à toutes les pathologies parce que si on n'a pas de problème, et surtout que cette fédération, c'est une bonne fédération parce que c'est des spécialistes là-dedans. Donc, allez voir si vous avez une problématique cardiaque. Bien sûr que vous serez accompagné au mieux dans cette association. En plus, vous voyez que bien souvent, ces associations sont dans les structures médicales à l'hôpital d'Alès. Il y a toujours, dans presque le même locaux, des APA et on donne les moyens à tout ça dans ces services-là. Alors que dans d'autres services, on aurait besoin aussi. Donc, c'est partout, en fait. C'est partout qu'on devrait donner un peu quand même l'égalité d'échange avec des pathologies. Et ça, c'est que moi. Et c'est juste, je ne dis pas c'est dommage, je dis tant mieux, mais par contre, j'ouvre un peu quand même ma petite bouche pour dire tant mieux, mais essayons de faire changer que tout le monde soit équitable dans l'accompagnement. Voilà. Ça, comme on dit chez moi, c'est fait. C'est mon avis, hein. On passe à l'autre chose. Donc, sur les activités à favoriser. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a les activités, les premières activités qu'on remet souvent en place. C'est notamment la marche, puisque c'est quelque chose qu'on fait quand même. C'est un sport ou une activité physique adaptée idéale. Idéal, parce que c'est comme je dis, c'est qu'on l'utilise quand même tous les jours pour se déplacer. Donc, généralement, c'est la première chose qu'on remet en place, à condition que l'effort fourni soit suffisant en durée et en intensité. Donc, c'est ce qu'on disait sur les recommandations par la Haute Autorité de Santé ou l'OMS, excusez-moi, l'Organisation mondiale de la santé. Normalement, c'est 30 minutes d'activité physique par jour. C'est une recommandation basée sur un public général. Donc, ça, c'est à prendre aussi à la légèreté. Mais par contre, si vous êtes en dessous de ces 30 minutes, c'est sûr que ce n'est pas une activité physique à capacité sportive, on va dire, parce que vous n'utilisez pas assez, justement, l'intensité et la durée. Mais en plus de ça, je crois que Jonathan peut dire, parce que l'autre jour, je crois que j'ai vu que tu avais partagé justement que ça avait changé ces recommandations. Oui, et c'était parti à 40 minutes par jour. Donc maintenant, ils ont fait évaluer une pratique par semaine de 100, je ne sais pas trop quoi. C'est ça. Ils ont passé la pratique en fait sur la semaine. Et ça fait 45 minutes, je crois, par jour. Oui, 45 minutes par jour. Voilà. Alors, qui me dira qu'il fait 45 minutes de pratique d'activité par jour? Voilà. Aussi. Mais disons, encore une fois, c'est pour ça que c'est une recommandation. Recommandation, c'est oui, il faut avoir Parce qu'encore sur des études d'un pool de personnes qui ont fait ça et qui ont vu qu'en faisant 45 minutes d'activité par jour, étaient en meilleure santé. On reste oui, mais par contre, je pense qu'il vaut mieux favoriser la régularité, en fait. Ouais. Mais c'est 45 minutes sur un mois. C'est là-dessus, c'est ça qu'il faut prendre, en fait. Il faut se dire qu'eux, ils mettent journalier comme ça, et donc ça donne un temps sur la semaine, mais il ne faut pas se tromper que le discours qu'ils ont quand même, normalement, c'est d'être régulier chaque jour pour une activité. Il faut le prendre comme ça, parce que si on prend 45 minutes pour une personne qui n'a même pas fait 5 minutes de marche, ben, ça va être jamais possible de faire 45 minutes, enfin, en tout cas, pas pendant la première année, quoi.
Voilà, c'est ça. Ça va être, Une ça va progression être- dans la régularité et dans le temps, en fait. Ouais, je l'ai partagé parce que je trouvais que c'était intéressant sur le fait qu'au final, ils augmentaient. Et moi, je me questionnais, je me dis, ben, ils augmentent, ça veut dire quoi? Tous les 5 ans, ils vont augmenter. Après, on va se retrouver à 1 heure de marche par jour. Donc, je me dis que C'est Mais pour c'est c'est ça, en fait, parce qu'ils refont un le peu test. débile. C'est un peu Ah. débile. Oui, mais c'est surtout, c'est ça. En fin de compte, quand tu lis cet article, ben, tu te dis, putain, déjà, j'avais du mal à faire 10 000 Ouais. pas et 30 minutes. Ouais. Maintenant, il me passe à 40. Alors, déjà, C'est tu n'as pas ça. fini. Donc, en fait, je pense C'est pour qu'il faut vraiment dire que c'est sur des études et toujours la même chose. Par Mm. contre, il vaut mieux faire peut-être 30 minutes tous les 2 jours, 3 jours, si ça rentre dans ton programme et si ça se casse bien, que de dire, si je ne peux pas faire ça, je n'en fais pas, en fait. C'est pour ça que j'ai mis vraiment un gros point d'interrogation. Non, non, Après, mais non, mais c'est vrai. je Mais c'est- disais ça par rapport à Non, mais l'article. Moi, je dis de nouveau, tu as ils vont bien- augmenter jusqu'à quand? Voilà, c'est qu'à un moment donné, c'est que si tu regardes aussi, il y a d'autres études qui disent, oui, ben, c'est des pratiques qu'il faut faire à plus de temps de cardio. Oui. Enfin, ben, voilà, c'est que, encore une fois, Mais il y a là, le problème qu'il y a, c'est que c'est l'OMS. Donc, c'est un papier et c'est des études qui ont été faites mondialement. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a eu beaucoup de recherches derrière, il y a eu beaucoup de choses. Mais nous, en termes de pratiquants et en termes de professionnels qui ont des pratiquants, c'est sûr que nous, dans la communication de terrain, on peut pas être sur cette discussion-là. Eux, ils seront sur cette discussion parce que c'est un problème mondial, ce problème de sédentarité. Ah oui, mais ça veut dire qu'au JO de 2023, si continue à augmenter, on 24, sera, parce que le 23, sinon ou tu seras seul, on 24, sera seul. on sera à 1h15 d'activité C'est par ça. jour, tu sais. Non, ça fait Mais- 5 ans qu'ils n'ont pas augmenté, non? C'est ça. Quoi? Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas augmenté. Ils n'ont pas revu les trucs. Ça fait un moment qu'ils sont sur ces 30 minutes. Après, Ah ils bon. ont rajouté les 10 000 pas. Après, ils ont rajouté des 75 minutes par semaine semi-intenses, voire intenses. Enfin, Et voilà. Après, ils ont rajouté justement Ça, la 50 notion minutes, de, là, je sais pas du quoi. au cardio. bout d'un moment, au bout d'un moment, c'est sûr que moi, j'ai fait ça pour l'information, mais c'est vrai que Oui, oui, non, mais il faut te dire que, voilà, après, c'est donner l'information et après expliquer que 40 minutes et qu'ils augmentent. Mais sauf que de dire, ben, si vous ne faites pas les 40 minutes, mais déjà, faites, mais soyez réguliers. C'est tout ce qu'on disait, c'est la régularité, c'est peut-être changer entre l'endurant, le pas endurant, et parce que ça va être favorisant pour votre santé. Donc, c'est tous ces paramètres-là et pas s'arrêter sur un chiffre quand on voit 40 minutes en disant, j'arrive pas à faire 20 minutes par jour, ben, je vais m'arrêter. En Mais fait. c'est encore une fois, c'est en s'écoutant, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que si vous vous écoutez, eh ben, excusez-moi, je me suis bloqué le poignet toute seule. Si vous vous écoutez, vous allez peut-être commencer avec 10 minutes d'activité par jour et après, ben, vous allez sentir que votre corps en demande plus parce que ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut devenir une sorte, pas une sorte de drogue, mais une sorte de. C'est clair. Non, mais la drogue, c'est pas bon pour. Si c'est une addiction, c'est pas bon pour la santé. Non, mais pas une sorte, c'est pour ça que j'ai dit une sorte, parce que vous n'allez pas, vous allez juste sentir le besoin que de ça va faire du pratiquer, bien. que ça vous, voilà, du côté bien-être. Je ne demande pas que ça, vous êtes dépendant et si vous ne faites pas, vous allez tout casser. Non, c'est de ressentir en fait que le corps a envie de plus. Et dans ce cas-là, vous allez augmenter. Et autant, vous allez devenir à 20 minutes par jour ou 20 minutes tous les 2 jours. C'est ça. Ben voilà, ben, le tout, c'est de s'écouter pour moi. Votre temporalité, elle doit être à vous. Elle doit vous appartenir aussi avec l'équipe qui vous connaît. C'est ça. OK. Donc ensuite, il y a le footing ou course lente qui réclame des efforts plus importants, nécessaire de toujours rester en aisance respiratoire, donc ce n'est pas de suffoquer, et de contrôler souvent, au moins au début, oui, au moins au début, et moi je rajouterai quand même tout le temps l'effort, votre fréquence cardiaque avec l'aide d'un cardio-fréquence-mètre. Donc ça aussi… Sam Verny. Sam Verny, parce que sinon, ça peut partir en cacahuète. Effectivement. Donc ça aussi, le footing, voilà, encore une temporalité qu'il faut pas prendre à la légère. Vous marchez, vous êtes bien. Est-ce que vos articulations, tout ça, peuvent vous amener à courir? Ça, c'est pareil, ça se voit avec la personne qui vous accompagne et le médecin. Oui, et ne pas aller au-delà au-delà du seuil. Non, mais si. Et ne pas aller au-delà du seuil sur la course. C'est-à-dire que voilà, il faut respecter bien sûr ce qu'a dit le cardiologue sur votre fréquence cardiaque à l'effort. Yes. Et parce qu'en plus de ça, il y a d'autres paramètres. Si vous avez une problématique cardio et qu'après vous avez une obésité de l'arthrose au genou, c'est ça. Donc autant votre cardio vous dira oui, vous pouvez augmenter, mais tes rotules ou ton organisme ou tes os ne seront pas en capacité. Donc vous voyez bien que c'est tout
Il faut prendre tout, voilà, tout en compte. Tout en compte et en considération sur votre état général global. Tu l'aimes ce mot global. D'accord, allez, c'est bon. On le valide celui-là. Donc, ensuite, il y a le vélo aussi, le vélo qui est quand même hyper intéressant, que ce soit au niveau de l'endurance ou même au niveau du cardio, au niveau de la mobilisation que ça demande de tout le corps en soi. Mais pareil, toujours favoriser quand même les terrains plats. C'est-à-dire que si vous faites dans un canyon dès le premier jour, je pense qu'il va y avoir un petit souci. Et surtout, si vous prenez les Vélib de la ville de Montpellier, vous allez surtout rester bloqué un Vélib dans la route de Montpellier, dans un canyon, tu me diras où c'est que tu es allé. Oh, mais attends, tu rigoles, tu vas pas loin, là? Un canyon, tu as des canyons? Oui, mais un canyon de fou. Un canyon, ça fait petit truc. Ah, mais si. Mais attends, Robert, il y en a un de canyon. Du côté de Clermont-Lérault, là. Moi, je croyais que c'était dans l'Arizona, le canyon. Non, mais oui, aussi, mais oui, on a des canyons. Il n'y a pas que. C'est ça. Mais attends, mais rien que tu vas du côté de Saint-Rochelle depuis toi, là. J'ai appris quelque chose. Nous avons des canyons en France. Des petits canyonings, des tout petits. C'est ça. Donc, voilà. Donc, le vélo, moi, le vélo, c'est agréable. Oui. En plus, ça fait évacuer. Vous prenez de l'air dans la tronche et ça vide, en fait. C'est ça. Ça vide. Mais vous pouvez faire du vélo, le vélo d'appartement, mais même si vous allez. Le vélo, si vous allez dans le vélo d'appartement aussi, ouais. C'est la meilleure. Après, oui. C'est vous qui allez voir si vous préférez sur route, mais surtout sur route, dans un premier temps, je ne sais pas ce que je fais, favoriser les terrains plats. Exactement. Et avancer avec l'évolution. Oui. Et avant que j'oublie, le terrain plat, et si vous courez sur la route aussi, il y a des personnes qui ne peuvent pas courir sur la route parce que les impacts sont trop. Moi, je préfère sur la route parce que le chemin. Eh bien, voilà. Et ça dépend des personnes. En fait. Oui, voilà. Il y a des personnes qui peuvent courir, par exemple, que sur des tapis de marche, en fait. Et parce que l'impact, ils trouvent que l'impact leur fait moins mal, par exemple, aux articulations, alors que quand ils vont passer sur la route ou sur les chemins, l'impact, vu qu'il est plus que direct, hein, il n'y a pas d'amorti, là, hormis votre chaussure et potentiellement votre semelle si vous en avez, vous n'avez pas d'autre amorti. Oui. Et donc, en fait, du coup, vous allez peut-être avoir mal aux articulations. Donc, n'hésitez pas à essayer de courir peut-être dans plusieurs endroits. Ailleurs. Voilà, ailleurs. Oh, mais c'est ici. Eh bien. Oui, c'est ici. Tu vois de dos qui c'est. Hein? Oui, exactement. On n'a mis que le dos. La pratique du vélo d'appartement, donc équipé pareil de capteurs, et bien souvent les vélos d'appartement maintenant, ou toutes les machines comme ça que vous pouvez avoir chez vous, il y a ce capteur où vous mettez vos mains et donc comme ça. Donc, soyez vigilants parce que des fois, ce n'est pas forcément très, très fiable. La natation, elle est conseillée sous réserve que vous soyez bon nageur, coordination et aisance respiratoire, car pour être efficace, elle doit, comme la marche, donner lieu à des efforts suffisants, au moins en durée, et pas en eau froide. Parce que alors, chaque pathologie a une eau à température qu'il faut avoir ou pas avoir. C'est ça. Par contre, l'eau froide, pour les maladies cardiovasculaires, selon ce que vous avez, ils vous le préconisent, mais pas dans la natation, voilà. Oui. Pas pour l'activité en elle-même, mais juste pour, par exemple... Je vais rajouter que pas en eau froide, mais pas en eau chaude. Pas en eau trop chaude non plus. Et surtout qu'une personne qui ne sait pas nager, je vous garantis qu'elle va donner des efforts. Hein. Une personne qui va traverser un bassin, elle va... Mais en plus de ça, au niveau de l'aisance respiratoire, je te dis que si tu n'apprends pas à nager, quand tu ne sais pas nager, avec une problématique cardiovasculaire, je pense. Ouais. Et pour Parkinson, si vous voulez savoir, l'eau doit être à 35 degrés, comme les tétraplégiques. Qui est hyper important pour décontracter. 35 degrés, excusez-moi, si vous voulez de l'information. Décontracter tous les muscles et leur donner la possibilité en fait, de trouver un moment. Voilà, parce que je pense pas eau très froide. La pas eau très froide, en fait, c'est mis comme ça, mais après, il y a vraiment des spécificités de température en fonction des pathologies, en fait. C'est ça. Alors, pas eau très chaude, si tu as l'habitude de te baigner, que tu aimes l'eau à 35 ou 36 degrés, eh bien, donc il faut que ça soit défini. Et ça, sur les pathologies ou les problématiques, on vous le dira, en fait. C'est comme sur certaines maladies cardiaques, et c'est après, j'ai pensé mais moi, on m'avait, avec l'obésité, je n'avais pas droit, ou même maintenant,
quand j'avais des problèmes pulmonaires, au hammam, au sauna, aux choses qui sont trop chaudes en fait. Et chaud, humide ou chaud sec, ce n'est pas la même chose. Donc, je sais que j'avais droit à quelque chose, mais pas à l'autre en fait. Donc, regardez vraiment que chaque fois qu'il y a une problématique de santé, soyez vraiment vigilants voilà, il ne faut pas banaliser et il faut se renseigner. Le gros flotte. Non, ce n'est pas forcé. N'importe quoi. Une personne qui est tétraplégique flottera, on m'a expliqué, parce qu'il y a c'est au niveau des muscles. C'est ça. De la raideur musculaire. Et c'est pour ça qu'on flotte. Donc, ça ne veut pas dire qu'une personne en obésité va flotter automatiquement. Moi, c'est à cause de ça que j'ai loupé mes tests, parce que je ne flottais pas. Pourtant, je vous garantis, quand je nageais, j'étais maigrichon. Mais tu flottais pas. En fait, les tests pour entrer dans des gros pôles France au niveau de l'activité, enfin, de la natation, ils te font plusieurs tests. Ils te font un test de flottabilité, un test de propulsion, un test de temps. Il faut faire tant de temps sur une course, etc. Et j'ai chié le test de flottabilité parce qu'il fallait se mettre en mode flotteur. Tu te mets sur le dos, donc tu fais dorsal, ventral, et il faut tenir un certain temps. Je n'avais pas tenu assez parce qu'en fait, mon corps ne flottait pas assez. Et donc, à partir de là, après, je me suis questionné sur pourquoi mon corps ne flottait pas. Et oui, ça vient pas. Alors, il peut y avoir des fois des histoires avec le tissu adipeux et la masse grasse, etc. Mais il y a les os qui comptent, il y a les muscles, il y a plein de choses. Et il y a un potentiel de flottaison. Chacun, on a notre potentiel. Et donc, ça, en fait, ils analysent en fonction de ces tests le potentiel que je vais avoir à progresser sur la natation par rapport à la flottabilité. Tu vois, mais regarde le commentaire. Ça veut dire que tu peux avoir une bonne flottaison. Je n'ai pas regardé les commentaires, je ne suis pas là sûr. Non, mais c'est pour ça qu'on rigole. Ce n'est pas parce que par rapport à ce que tu dis de flottaison, mais quand tu regarderas le commentaire, tu comprendras. Mais je ne le dis pas. C'est bon. Allez, ça peut aider en tout cas à tourner. Ah ben c'est ça. Donc, c'est pour ça que les croyances et les représentations, eh ben, on n'est pas sur la vérité. Voilà, ce n'est pas sur des vérités. C'est juste des croyances qui ne sont pas fondées, en fait. Et il nous manquait la gymnastique, tu l'avais dit? Non, les exercices d'éducation physique, la gymnastique peuvent également être pratiqués en alternance avec du sport d'endurance car ils permettent de développer ou d'entretenir le système musculo-articulaire. Et c'est pour ça que bien souvent, on voit sur des clubs, il y a beaucoup de pilates ou des choses comme ça, où on fait de la gym. Et le pilate, vous pouvez avoir du pilate en gym douce et du pilate en pilate intensif, je pense. Il y a plusieurs... Ah oui. Le pilate, c'est un peu... Moi, je dirais que c'est beaucoup de posture, en fait. Le pilate, c'est la posture. Voilà. C'est la posture dite douce, un peu comme du yoga. Et puis après, tu peux avoir du pilate. Mais tu peux avoir du pilate, je te garantis, qui te tord dans tous les sens, quoi. La différence entre le pilate et le stretching? Le stretching, c'est beaucoup d'étirements. Alors que là, c'est sur de la posture, en fait. C'est pas forcément sur... Et le pilate, tu as une formation spécifique pilate. Ouais. Ah ouais. Surtout que tu viens sur les muscles... En fait, il y a de la respiration et tu viens sur des muscles profonds. Et du coup, en fait, sur des travails de posture et de maintien de certains groupes musculaires, eh ben, tu vas mieux travailler ton muscle. Et quand même, ça reste une activité globalement à la mode et en douceur. Après, c'est vrai qu'il y a certaines approches du pilate qui peuvent être un peu plus physiques. Donc, après la pratique d'activité où on a bien fait le tour, nous allons parler de la bonne hygiène de vie. Et donc, on va rajouter l'alimentation. Ça donne faim, là, ce saumon, là. Il est beau. Ah oui, bien. Les avocats. Un petit entrée fraîcheur. Petit entrée fraîcheur. Vous voulez qu'on vous raconte comment on fait une entrée fraîcheur? C'est pas Un carpaccio de saumon, là, tu sais, tu le coupes en lamelles, là, tu mets un peu les citrons verts. Il y avait des avocats. Et tu coupes les avocats, bien sûr, et tu mélanges tout ça avec un filet d'huile d'olive. Ah, écoutez-moi. Avec du basilic. Le basilic, le ciboulette. Ouais, c'était ciboulette. Oh là 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 là. Un citron vert. Un petit jus de citron, pim pam poum. Moi, je sais touiller. Si jamais vous voulez m'appeler pour que je touille, je sais touiller et manger. Et quelques graines de sésame pour le croquant. Il y a le croquant, le fondant.
L'acidité, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est incroyable. Ne partez pas manger, Ouais. même si vous n'êtes pas nombreux, nous sommes là et nous continuons l'alimentation sur 3 repas. Donc ça, c'est important, surtout, on s'aperçoit et on va voir justement le rôle de l'alimentation parce que vous rappelez que les problématiques cardiovasculaires sont sur des plaques d'athérome, donc des dépôts de plaques, de graisse, de cholestérol, tout ce qui est gras, triglycérides. Le sucré va amener aussi une fragilité et des choses comme ça. Donc, voilà pourquoi ce n'est pas zéro sucre, zéro graisse, mais il faut être vigilant à cette alimentation-là parce que, justement, au niveau organique, la bonne hygiène alimentaire va rentrer en considération pour que l'intérieur, eh bien, ça ne se refasse pas et que, de nouveau, il n'y ait pas des complications et des recomplications, en fait. Voilà. C'est cela. Trop bon, Monique, qui dit. Donc, moins de sucre. Oui. Moins de sucre, moins de sel, plus de fruits, de légumes et de poissons. Alors ça, c'est pareil. Juste peut-être, Annie, arrête-moi si je me trompe, mais quand on dit plus de fruits, de légumes et de poissons, attention à ne pas manger, entre parenthèses, que ça. Dans certains régimes, vous n'avez que des fruits, des légumes et du poisson, sauf qu'à un moment donné, il y a des manques à côté parce que il n'y a pas la notion du plaisir, de l'écoute. Et en plus de ça, dans certains aliments, il y a des apports qui ne se retrouvent pas dans les fruits, des légumes et les poissons. Oui, mais après, c'est ce qu'on dit sur le fait de manger très peu de fruits et de légumes. Et ce n'est pas que ça, mais ça a un effet délétère sur le plan cardiovasculaire. Car ces aliments contiennent des minéraux et des vitamines qui ont des effets antioxydants et qui sont des protecteurs au niveau des cellules, et en particulier de celles des artères et du cœur. Donc, c'est pour ça que pas en consommer, et puis être vigilant à pas trop en consommer, parce que de toute façon, après, et aussi sur les poissons gras ou des choses comme ça que vous pouvez avoir pour avoir certaines vitamines qui sont dans le saumon ou les poissons plus gras. Mais en fait, après, il faut voir, et c'est pour ça que d'être entouré aussi. Alors, je sais que c'est pas remboursé, mais avoir des conseils sur la nutrition et savoir comment on peut mieux manger. Pourquoi le sel? Parce qu'on a vu que les problématiques cardiovasculaires étaient entraînées bien souvent. Le premier facteur de risque, c'était l'hypertension. L'hypertension artérielle, c'est justement aussi déstabilisé par justement une consommation de sel excessive. Donc ça, c'est pourquoi, en fait, c'est une alimentation plus saine, mais en connaissant pourquoi la préférence pour les fruits et les légumes, c'est privilégier aussi les fruits secs et les céréales. Donc, il faut réduire les aliments sucrés, mais ça ne veut pas dire interdire les aliments plus gras, riches en gras, pour justement réduire les risques de récidive ou d'aggravation ou de recommencer vers une problématique d'accident cardiovasculaire. Yes. J'ai paniqué parce que j'avais mal lu la phrase d'après. Privilégier une consommation d'alcool. Et en fait, je n'avais pas vu le modéré au milieu. Ah oui. Donc là, mais c'est pour ça que c'était important, que je trouvais que c'était bien sur ce site. C'est qu'en fin de compte, c'était pas marqué qu'il y avait l'interdiction de. Et quand on parle justement une consommation d'alcool modérée, donc ils disent que pour l'Institut national du cancer, la consommation d'alcool est déconseillée en règle générale, mais une consommation régulière, même modérée. Et donc là, sur de l'occasionnel, ils disent que justement, ça peut, c'est pas nocif, et même nocif, sur l'étude sur le cancer, ça réduit les risques. Mais quand on vous parle, admettons, un verre de vin rouge, ce que vous avez peut-être dû entendre, l'équivalent d'un verre de vin rouge par jour, si vous n'en avez pas envie, ne prenez pas votre verre de vin rouge. C'est ça, il faut rester sur la notion du... C'est ça. Et en revanche, à partir de 2 verres ou 2 demi de bière, et bien là, de manière régulière, déjà, on commence à être dans une consommation régulière et trop excessive. Donc, il faut limiter vraiment à 1 verre. Et 1 verre pour les femmes, et ils disent 2 verres pour les hommes. Alors bon, ça, on est toujours un peu malmené. C'est ça. Donc, de même, à partir de verres de vin, on augmente la pression artérielle et au long cours,
une hypertension artérielle permanente. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas zéro alcool, mais sachez comment l'alcool, de façon régulière, va impacter sur votre organisme. Et j'avais vu que le houblon, là, ce qu'il y avait dans la bière, là, ça permettait justement de réduire, mais sur une... Le problème, c'est que c'est un extrait, et donc du coup, c'est dans une partie de la bière qu'il y avait que ça permettait d'enlever, de soulager en fait certaines palpitations, tu vois, cardiaques. Donc en fait, c'est vrai que ça a été fou en fait, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu plein d'études, et c'est là où les gens se sont un peu trompés en fait, plein d'études sur l'alcool en disant qu'il y avait des extraits de certaines plantes, de certains styles, et donc du coup ça favorisait, ils avaient vu que c'était quelque chose qui favorisait pour un type de maladie, notamment la maladie cardiaque. Mais à côté de ça, en fait, les gens ils se sont dit, ben voilà, je vais pouvoir boire de la bière, je vais boire du vin, je vais boire machin. Sauf que voilà, c'est important, je pense que vous dites bien, hein, que ça soit une consommation modérée. Après, c'est vrai que chacun, c'est bien que tu donnes les quantités parce que chacun a sa modération. Et donc, c'est bien que chacun ait un ordre d'idée sur la modération, quoi. Et c'est pour ça qu'en plus, quand tu dis la bière et ce qui est contenu dans la bière sur c'est bon parce que ça va favoriser, stimuler l'activité cardiaque, d'après ce que je comprends. Par contre, alors ça, on va y venir, je pense, la semaine prochaine, la semaine d'après, mais sur les problématiques d'insuffisance rénale ou sur les problèmes d'hypertension où on va avoir des crises de gouttes ou des problématiques durées, la bière, elle va justement altérer plus le système rénal et les choses comme ça. Donc, c'est pour ça que des fois, quand on a des pathologies associées, il faut prendre à la légère et comme on dit, modéré, c'est pas divers, parce que moi, mon modération, c'est divers. Et c'est pas parce que j'ai ça qu'une étude va sortir en disant buvez de la bière. Et si vous avez une autre problématique, donc vraiment, parlez-en toujours avec votre médecin, discutez avec lui. Donc, la communication évitera toujours le fait qu'on ne comprenne pas, en fait. La bière, c'est mauvais pour les reins? C'est pas la bière, c'est ce qu'il y a dedans. Ouais. Pour les reins, mais sauf que quand tu as dans tes analyses l'urée qui ne va pas bien, que tu as de l'hypertension, donc c'est tout un paramètre. Mais c'est tout un paramètre qui va faire. Je te pose la question parce que c'est vrai que la bière, ça n'a peut-être rien à voir, mais quand tu bois de la bière, ça fait faire pipi, hein. Et oui, mais il y a le petit truc à l'intérieur qui reste en fait. Et sur les analyses biologiques, justement, le houblon qui est bon pour le stimuli cardiaque, altérerait et favoriserait le truc de l'urée, de favoriser les gouttes. Le houblon. Oui. D'accord. Donc, ensuite, par contre, pour le tabac, arrêtez totalement. Alors, vous voyez bien que le tabac, c'est, d'après ce qui est marqué, c'est quand même beaucoup plus dangereux au niveau de la santé. Donc là, ils ne disent pas, c'est un peu quand vous voulez, c'est indispensable. Vous pouvez y arriver, donc c'est pour ça qu'il y a le mois sans tabac et qu'il y a des sensibilisations. Vous pouvez arriver avec des pages sans passe, avec l'aide d'un professionnel, de rentrer dans un sevrage tabagique. Parce que justement, la situation avec un sujet sur un accident coronaire impose l'arrêt brutal du tabac, parce que ça peut entraîner justement une problématique de continuer à maintenir les problèmes liés aux santé, et surtout dans le tabac, ce qui est la substance la plus néfaste, c'est la nicotine. La nicotine aussi. Ah oui. Oui. La nicotine, c'est ce qui est le plus addictif. Mais la nicotine avec le goudron et les trucs de fumée, c'est pour ça qu'on parlait des chichas. Là. Ouais. Ce truc qui est comme ça, par contre, là, avec les pages qu'on te met de la nicotine à faible dose, c'est pas la même chose. Donc, c'est quand tu fumes ta clope, le goudron assimilé à tous ces vecteurs-là, et par contre, la nicotine, si tu mets un patch, ça ne va pas aller directement. Et donc, pour t'aider à te sevrer, tu peux être aidé par les pages de nicotine, mais ce n'est pas la même chose que de fumer une clope. C'est ça. Et la chicha, c'est mieux que la cigarette? Ah non. La chicha, on avait vu que tous les jeunes qui menaient à fumer la chicha, il y avait encore plus
d'effets néfastes. Et en plus, il y avait des bars à chicha, donc c'était pas surveillé, pas légalisé. Enfin, il y avait, et en fait, la vapeur et la chicha, c'est sur la vapeur, la vapeur qui est donnée. D'accord. Et coucou Tantine. Bonjour, Carinette. La bise à ta maman. Elle est là, regarde-la à la caméra. Ah, coucou. Alors ça, c'est pas ta maman, ça c'est Jonathan. Non, ça c'est Jonathan. Là, la charge est ta maman. Parce qu'il y a Karine qui mettait un message, elle dit la bise à ma maman, elle fait coucou et je te vois parce que toi. Tu pars chez toi là? Ah, Donc, moins ouais, de, aller chez ta maman, c'est pour ça que j'ai dit fais la bise à ta maman. moins de graisse, ben, au moins comme ça, vous saurez un Oui, peu voilà. tout ce qui se passe. Nous sommes un local vivant. Moins de graisse animale, surtout. Alors ça, c'est super important parce que voilà, pour privilégier une bonne hygiène de vie, l'activité physique, le bien manger, le bien bouger et le moins stressé. Et la vie sociale. Regarde, il a ces petits baskets là. Oh mon Dieu. Donc, conserver une vie sociale et gérer votre stress parce que la maladie, quelle que soit la maladie chronique, et après, comme je vous disais, j'ai quand même regardé énormément le site qui était fait et bien fait. On ne s'aperçoit pas qu'avec une maladie chronique et une maladie cardiovasculaire, ça va impacter aussi sur la famille, sur l'entourage familial, professionnel, où déjà il y a la peur des patients, en fait, d'après ce que j'ai compris, et il y a la peur des aidants d'une récidive ou d'avoir vu un mari ou une femme comme ça, et bien en fait, ça reste aussi traumatisant pour celui qui a vécu cette problématique-là. J'avais vu, Oui, vas-y. j'avais vu une émission qui n'est pas 90 minutes d'enquête. Ah, dommage. Non, mais ils vont être déçus si on ne les cite pas, tu vois. Donc, j'avais vu une émission où ils parlaient justement des aidants et les aidants disaient, enfin, c'est même les patients qui parlaient des aidants et qui disaient, quand la maladie qu'on a est arrivée par ce qu'ils appellent les facteurs de risque et les comportements à risque, du coup, les aidants bloquent sur ces comportements. Et donc, si la personne, par exemple, c'était un monsieur qui fumait énormément, eh ben, sa femme lui disait tout le temps, oui, non, mais arrête de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer. Et en fait, ils se sont détruits complètement comme ça. Et alors que c'était quelqu'un sur qui il pouvait beaucoup se reposer, mais après, il ne voulait plus se reposer parce qu'il savait qu'il allait prendre la chose dans sa tronche. Et en fait, ça a généré justement du stress, des angoisses, des craintes et tout ça. Et c'était plus ça qui était dangereux. Donc ça, c'est le médecin qui disait, c'était plus ce côté-là qui était dangereux pour le patient que l'état général de sa santé à ce moment-là, en fait. Voilà. Il faut savoir que quand la personne a un accident, soit un AVC, soit un infarctus, soit n'importe quel problème cardiaque, ben, c'est l'aidant qui va le ramasser, qui va appeler les pompiers. Donc ça part de là déjà, sur le fait qu'il y a une difficulté, ben, l'aidant il est directement paf. Et donc du coup, c'est vrai que quand on parle de récidive, ben, il y a la peur du patient, il y a la peur des aidants qui sont autour, de se dire mais j'ai vraiment pas envie de revivre ce cauchemar, quoi. Et donc ça, c'est sûr que sur les comportements après, ben souvent les aidants peuvent être, par leur peur, peuvent être, comme tu dis Laure, après à leur imposer des changements de comportement où ils sont peut-être pas prêts à faire, quoi. Et c'est pour ça que la Fédération Cœur Santé, justement, ils accompagnent, d'après ce que j'ai compris, il y a des psychologues, il y a des professionnels qui sont là pour pouvoir justement accompagner et le patient dans ce qui leur est arrivé, mais de mettre des mots aussi sur ce qu'a vécu la famille, la peur, parce qu'après aussi, autant la femme va se mettre à faire un régime restrictif à son mari parce qu'il faut que, voilà. Donc, c'est donner et de la prévention par le biais de conférences, de débats, d'accompagnement, de groupes de parole. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait voir que dans une problématique comme ça de maladie chronique, il y a le patient et il y a les aidants et le rôle des aidants et vivre la maladie à travers la vie d'un aidant, eh bien, c'est pas à minimiser. Et donc, c'est un nouveau le point de départ pour une nouvelle vie, c'est ce qu'ils disent, c'est pour les deux en fait. C'est autant pour le patient que pour l'entourage, pour que la vie sociale du patient, les amis,
pas les professionnels, le milieu professionnel, parce que des amis, si le monsieur il fait de la randonnée avec un club de rando, et puis du jour, il n'a que ses potes comme ça, ou un club de moto, je ne sais pas, et puis d'un seul coup, il ne peut plus faire, ça veut dire que s'il ne peut plus partager cette passion-là, eh bien, il n'a plus d'amis. Et donc, ça va impacter sur la vie sociale, et donc, ça va générer du stress, et tout ça aussi va déstabiliser. Même si vous pouvez manger équilibré et pratiquer une activité physique, et bien ça fait partie des choses qu'il ne faut pas minimiser en fait. Et ça aussi, ils font de plus en plus de choses pour les aidants, notamment des petits livrets d'accompagnement pour comment en fait accompagner au mieux ou comprendre au mieux la personne malade. Dans les hôpitaux, des fois, il y a des petits livrets maintenant comme ça, mais après, ça dépend. C'est pas encore assez, bien entendu, puisque il y en a qui ne font pas du tout de rapprochement avec les dents. Mais je pense que c'est hyper important aussi que les dents soient suivies et soient aidés dans ces moments-là. Au revoir, Monique. Parce que ça coupe, il y a des coupures, donc ça doit venir du temps aussi. Donc, tu regarderas à la fin. Tu t'es arrêté à... Un replay. Où tu t'es arrêté. Je ne vois pas le temps, mais enfin, voilà, je le mettrai en replay pour regarder la fin. Merci d'avoir été là. Merci. Et donc, voilà, donc, il ne faut pas minimiser justement cette anxiété, ces facteurs-là, qui sont aussi des facteurs qu'il faut prendre en compte. Donc, poursuivre la réadaptation dans un milieu sécurisé sur la pratique d'activité physique sportive professionnelle est tout important pour soutenir un moral et pour continuer à être entouré. Être vigilant parce que des fois, quand il y a des problématiques comme ça, et surtout, je pense que sur des problématiques cardiaques, et le cœur correspond à quand même beaucoup de choses sur la représentation. Donc, il peut y avoir vraiment de l'anxiété ou un état même dépressif qui va altérer la qualité de vie du patient et son entourage. Et ça constitue un risque supplémentaire de récidive ou de complications des maladies cardiaques. Et se diriger vers des spécialistes qui ont reçu une formation. Ah, c'est la cornemuse. Pardon. Je suis sorti du Zoom, donc du coup, je remettais. Pardon. Non, mais je me disais, la cornemuse, je la connais. Spécifique à l'entraînement physique des cardiaques, kinésithérapeutes, infirmières, diététiciens et enseignants en activité physique adaptée. Et par contre, ça, voilà, je tiens à dire que depuis que je flatte cette fédération, ce n'est pas bien. Parce que EAPA, c'est moi qui l'ai rajouté, et diététicienne aussi, parce qu'ils mettaient professionnels. Donc, moi, je considère que les professionnels qui peuvent vous entourer, les diététiciennes et les enseignants d'activité physique, même s'ils ne sont pas remboursés, sont des acteurs de votre santé en tant que patient malade cardiovasculaire. Et ça n'appartient qu'à moi. Mais il faut savoir, c'est important parce que en fait, à Cœur et Santé, il y a de plus en plus d'APA qui rentrent dans les clubs, mais à la base, c'était vraiment comme c'est des associations de patients. C'était un peu animé par... et en fait, le but du jeu, c'était qu'ils puissent arriver à bouger avec... en fait, ils le faisaient entre eux au début. Et en fait, petit à petit, il y a eu des APA qui se sont saisis et maintenant, vraiment, ils souhaitent, en tout cas là sur la région plutôt Occitanie que je connais mieux, ils souhaitent vraiment que sur chaque endroit Cœur et Santé, que ce soit vraiment des professionnels qui ont la compétence de prendre en charge. Tu leur diras à ces messieurs d'association en qui tu es en contact qu'il faut qu'ils refaçonnent leur site parce que si vous mettez en avant, mais qu'ils ne vous mettent pas sur la fédération et sur ce beau site, c'est dommage quand même. Ouais, mais parce que tous les clubs sont indépendants, mais dépendent de la fédé. Donc, il faut revoir la fédé. Ouais. Et voilà, il faut qu'ils aillent taper aux portes. Coucou. Donc ça, c'est... Et en plus de ça, pour justement, quand on parle de la pratique d'activité, quand on a sur le bien-être et le mieux-être pour réduire le stress et tout ça, on a justement des pratiques. Alors, je ne sais pas si ça se fait, mais sur beaucoup qui sont sur la relaxation, le yoga, toutes ces choses-là qui sont qui allient. On peut, avec la respiration, on pratique quand même une activité et le mieux-être parce qu'on va diminuer le stress, on va travailler sur la respiration. C'est important de faire... tout à l'heure, on parlait de privilégier l'endurance et tout ça, mais
les pratiques que vient de citer Annick, les choses beaucoup plus calmes, qui sont sur la gestion du corps, sur la gestion de la respiration, les choses comme ça, c'est hyper important, surtout sur la notion du stress, en fait. Oui. Mais même pour les maladies cardiovasculaires en soi, en fait. Parce que le fait de vous calmer, si vous avez de l'hypertension, par exemple, ben, le fait de calmer, en fait, votre organisme petit à petit avec ce genre d'activité, ben, ça va potentiellement diminuer l'hypertension. Bonsoir, Michaela. Salut! Donc voilà, je pense qu'on avait fait le tour sur le bien-être et l'équilibre pour justement éviter les récidives. Donc là, on va parler des traitements. Donc on va pas forcément, on va juste informer sur les traitements parce que des fois, on ne sait pas trop. Puis c'est complexe. Hein. Oui. Donc autrefois, les traitements reposaient exclusivement sur l'emploi des diurétiques. Donc, les diurétiques, c'est pour éliminer l'eau. Voilà, et pas le vin que tu bois. Exactement. Et ça, c'est justement pour éliminer éliminer l'eau et le sel, je dirais, pour conclure. Oui, mais c'était ça que je voulais chercher, en fait, et je n'arrivais pas à le dire. Eh bien, voilà, c'est sorti de ta bouche à toi et pas de la mienne. D'accord. Pour faciliter le travail cardiaque. C'est pour ça qu'ils mettaient les diurétiques. Et après, ils ont réfléchi, parce que ça, c'est complexe. Donc, les IEC, c'est des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, donc vous le verrez comme ça, sont actuellement prescrits en première intention chez les insuffisants cardiaques et leur intérêt a été démontré dans de nombreuses études internationales. Donc, ce nom-là, ce n'est pas une marque de médicament. Ce que vous prenez associé peut-être au diurétique, c'est une marque. Alors moi, je ne les connais pas, les marques, mais en fait, c'est cet inhibiteur et cette enzyme qui va interagir pour justement améliorer. Et après, il y a d'autres classes de médicaments qui sont très utiles aux cardiologues et qui sont représentés par les bêta-bloquants. Des médicaments qui agissent sur le blocage des effets de l'adrénaline. Ce qui permet de pas avoir le cœur qui s'emballe, en fait. Voilà. Et souvent, ça leur permet d'avoir un cœur assez bas. Voire, Oui, mais bon, il sécrète quand même de l'adrénaline, mais disons que ça diminue l'excitation en fait bien sûr. Et c'est pour ça que les visites régulières chez le cardiologue amènent aussi avec la pratique d'activité, puisqu'il ne faut pas oublier que le cœur est un muscle. Donc, si vous le faites travailler et vous reconditionnez à l'effort, votre cœur, il va reprendre un peu de vitalité, il va se sentir joyeux. Et donc, peut-être, il vous faudra diminuer les médicaments qui seront à trop haute dose. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment un suivi sur du long cours. Et donc, un travail pluridisciplinaire dans une alliance thérapeutique parfaite. Donc, les traitements. Et alors, ça, j'ai aimé, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Vous devez prendre tous les jours votre BASI. C'est un moyen mémotechnique de se rappeler ce qu'il est important de faire. Le B, c'est pour bêta-bloquant. Le A, c'est pour anti-agrégant plaquettaire. Le S, c'est pour statine. Et le I, c'est pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ne vous laissez pas tenter vers l'automédication parce que ce n'est pas bon du tout. Et donc, plus généralement, vous devez voir votre médecin, votre cardiologue, au moins une fois par an, après de manière régulière. Et en plus, c'est l'automédication sur ce principe-là, sur ces maladies-là, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il y a beaucoup, comme on peut voir, il y a beaucoup de médicaments qui sont différents et qui se modifient les uns potentiellement avec les autres. C'est ça. Donc, le BASI, c'est prescrit par le cardiologue. Non, BASI, c'est un moyen pour dire bêta-bloquant, le truc pour les plaquettes, les statines et l'autre enzyme. Et ça va dans tous les comprimés que vous avez, tous les traitements que vous avez. On retrouve ça en fait. Non, mais ça n'existe pas le BASI. Non, ce n'est pas un médicament le BASI, c'est juste un moyen mémotechnique pour te rappeler que tu dois prendre les bêta-bloquants. Oui. Voilà. C'est comme Françoise, vois le multifruit quand tu bois le matin. Le multifruit, au lieu de prendre le jus de pomme, tu prends le multifruit. Tu prends plusieurs fruits. D'accord. Tu as un peu de pomme, un peu de banane, un peu de pêche. Et voilà.
Elle te dit, je ne prends ni l'un ni l'autre. Donc, je crois que je m'attends. Enfin, le Basi, n'allez pas le chercher en pharmacie, ce n'est pas vendu. Alors, moi qui voulais faire quelque chose de bien, eh bien non. N'allez pas voir votre cardio en disant je peux avoir du basique s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il va vous dire. Qu'est-ce que tu veux? Mais voilà, c'est un peu l'équilibre du traitement. Ça doit se passer avec toutes ces choses-là, mais ça peut être pris sur deux comprimés, juste, tu vois. Mais c'est ce qu'on va chercher parce que les statines, on va voir ce que c'est. Ça va aider à faire quelque chose par rapport au traitement du cholestérol. Et tu sais pas, moi je suis sûre que si on en parle avec ton docteur, peut-être tu as un traitement pour diminuer les statines. Est-ce que tu as du cholestérol? Non. Alors si tu n'as pas de cholestérol, peut-être pour tu ça. n'as pas de statine. C'est pour ça que je dis, j'en ai pas. Donc, au long cours, dans l'idéal, ah, mais pourquoi suis-je aussi? Voilà. Je passe un petit coup de. Ah, c'est ça, parce que ça ne tournait pas. Au long cours, dans l'idéal, votre LDL cholestérol, contrôlé tous les 6 mois, doit être inférieur à ça. C'est un peu aussi Oui. des chiffres, mais par contre, c'est pour vous dire, comme la consommation modérée, c'est un verre. Voilà, là, c'est si j'ai 1 gramme, je ne sais pas quoi, de cholestérol, mais vous voyez que quand même, c'est un petit peu, et ce n'est pas à minimiser. Voilà, parce que des fois, on fait des bilans, on se dit, oh là là. Oh, il n'y a qu'un de différence, Voilà. ben, c'est bon, on est Et tranquille. un mais de non. différence. Donc là, c'est vraiment, ça doit être inférieur. Et encore plus quand vous avez eu la problématique et que vous devez être contrôlé. Donc, c'est 0,7 grammes sur le taux de cholestérol. Et votre pression artérielle s'affiche en dessous de 14,9. Donc, ça, c'est juste pour information. Un milligrammes de mercure. Les traitements. Les autres traitements. Oui, les autres traitements, excusez-moi. Mais Donc, oui, parce qu'il y en a parfois encore. utilisés, et oui. Parfois utilisés contre l'insuffisance cardiaque. Donc, il y a les digitaliques. Ce n'est pas de la végétaline. Non, c'est pour les non, frites. ça c'est pas. Ou les roses des sables. Oh, Ah oui. les roses des sables. Ils permettent de ralentir et réguler les battements du cœur. Ensuite, il y a la spironolactone. J'ai l'impression de jouer à Motus, je te jure. Non, au Scrabble. Celui-là, il vaut 4, au moins. Pour ça, on va faire Il les vaut jeux. 40 On va faire les jeux. J'aurais bien Y, Aspi. C'est un... oui, ben, non, c'est un raté. Hein. C'est un diurétique particulier qui contribue à diminuer la tension artérielle et l'excès d'eau dans l'organisme. Ah, Il n'y a pas de, On enlève le Y. Hein. non. Non, mais j'aurais bien Y au Scrabble. Moi, si on joue au Scrabble, j'aurais bien Y. Ah, parce que peut-être la spiruline, ça prend un Y, non? Non. Ah, bon. C'est 2 I. Bonjour Christelle, pardon, excusez-nous. Christelle. Coucou. Donc, les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2. Donc, ils sont prescrits en cas d'intolérance aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ces médicaments diminuent le travail du cœur en réduisant la tension artérielle. C'est ça. Donc ça, vous voyez que c'est un autre des traitements qui sont possibles. Et là maintenant, nous avons... La solution du dispositif implantable cardiaque. C'est ça. Donc, c'est la pose d'un stimulateur cardiaque et qu'on appelle peu... Pacemaker. Voilà, pacemaker. Je crois que c'est ça, hein. Mais Ouais. oui. J'ai trouvé. Ou la... Non, ça c'est un défibrillateur, je crois. Ah. Parce que j'ai cherché des défibrillateurs et je crois mais que ça c'était doit comme ça. Au niveau mécanique, ça se ressemble. Ah oui? Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la pile qui active le rythme cardiaque lorsque celui-ci se ralentit trop. Et ensuite, il y a l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable qui évite au contraire au cœur de s'emballer excessivement. C'est pour ça que vous n'avez pas un défibrillateur que vous allez trouver dans le commerce. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus petit. T'imagines, tu te fous un truc là, je pense. C'est quelque chose de beaucoup plus léger Oh, qui est adaptable quand même. C'est comme ça. Hein. Ah oui, mais c'est petit. Ouais, mais ben, c'est. Non, mais le défibrillateur qu'il y a Oui, maintenant dans les défibrillateur, bio, tu as vu les trucs là, c'est ça que je dis. ça prend un peu de place ou quoi? Ils C'est ont- de te mettre ça dans ton Ils corps. ont réfléchi à l'adaptation du défibrillateur. Ah ouais, mais c'est quand même une belle pièce, quoi. Eh oui. C'est une belle pièce, on dirait du boucher, tu sais. Bah oui. Ah, c'est bon vieux anticoagulant. Et oui. Donc, plusieurs cas nécessitent la prise d'anticoagulants ainsi que ces traitements sont prescrits aux personnes donc, avec une valvule cardiaque artificielle, atteinte de fibrillation auriculaire,
ayant subi une crise cardiaque, souffrant d'une maladie cardiaque, à risque de développer des caillots sanguins. Parce que l'anticoagulant, Il fait circuler. et parce Il qu'il fluidifie le sang. et évite la caillots. formation de caillots. Donc, sur les risques de phlébite ou des choses comme ça, on vous donne des C'est anticoagulants. ça. Et donc, quand suivant la problématique que vous avez eue, vous avez des anticoagulants. Donc, c'est votre petite piqûre que vous allez faire. Tellement agréable. Voilà, je ne citerai pas les marques, mais j'en ai une qui est préférée. Elle commence par elle. Oui, Voilà, on a elle est tous la bien même. celle-là. Non, mais il y a le I aussi. Oui, mais Des- non. Non. Des anticoagulants En piqûre. en piqûre. Oui. Quand tu sors d'opération, souvent. Ou... Ah, ouais. quand il y a Et- Ah oui, mais c'est ce qu'on fait les. Mais oui, c'est pour éviter des formations, Oui. des risques de C'est ça, former de un phlébite. caillot et de nouveau, Oui, là, ouais, dans ouais. le cas d'arriver à reboucher, en fait. Ouais. C'est ça. Et Oui, mais ça, c'est que pendant une période. Oui, mais il y en a qui l'ont. précise. Oui, mais il y en a ah qui non, l'ont mais pendant ça, des c'est mois sur le aussi. après, là. Ouais. Tu parles les anticoagulants, c'est par ou perfusion ou injection intraveineuse par là. Et ça peut être un En comprimé. comprimé. Mais là, pour les risques de problématiques cardiaques, pour justement éviter la formation d'un caillot qui pourrait de nouveau boucher ou faire des Ouais. choses comme ça, il y a des personnes, suivant la problématique qu'ils ont eue, ils prennent des anticoagulants. Mais c'est le cardégique ou je ne sais pas trop quoi, là. Mais il y C'est en pas a plus. Moi, plusieurs. je prends un anticoagulant. Eh ben Oui, voilà. Il y en a plusieurs. Il y a le Un Xarelto. comprimé. En comprimé. Voilà. Voilà. Et ça, Xarelto. c'est Xarelto, des, chez soi. Ben voilà, mon ça, c'est beau-père des aussi. médicaments qui sont quand même, chez les personnes, les traitements avec des personnes qui ont des problématiques cardiaques, Mm. ils prennent beaucoup ces trucs qui fluidifient. Et quand vous allez faire une chirurgie, on vous demande de les arrêter avant pour C'est que… ça, parce que sinon, Voilà. Sinon, le chirurgien s'en prend plein la figure. ah bah, il prend une douche un peu, ouais. C'est pas ouf. Mais du coup, et même quand vous faites des simples prises de sang, hein, ils vous demandent Regarde, quand même, oui. voilà, ils demandent quand même si vous avez l'anticoagulant parce que Ah ben, mais moi, selon je le comment dis, il pique, je le voilà, dis ben, c'est chaque ça. fois, hein. Et c'est pour ça De qu'après, on toute vous façon, contrôle la numération plaquettaire, parce que comme ça, on voit si votre sang est plus fluide Voilà, ou pas assez fluide, c'est ça. et on adapte votre traitement. Mais toi, tu étais infirmière avant, je suis Non, mais persuadée. même pas infirmière, mais tu rigoles, infirmière, où j'étais plus que ça. Docteur en infirmerie. Recherche, dans la recherche. Dans la recherche du microbiote. Oh putain, et voilà, je savais. Hein. On n'avait pas placé 90 minutes. Mais je en crois que c'est tête, pour ni ça que microbiote. j'ai une vie avec ce microbiote. Depuis que Christophe a dit que la choucroute contenait des probiotiques, Ah oui, Bah oui. si, si. moi, Ah, il y a- je Le viens chou. avec ma choucroute tous les soirs. Donc les statines, donc c'est ce qu'on a Ah. parlé tout à l'heure. Hein. Statines. Oui, les statines. Alors, les statines, ça sert à quoi? Eh bien, elles représentent la principale classe des médicaments hypolipidemiens. Lipidemiens. Lipidique. Lipémiens de lipides. Ça, c'est pour C'est-à-dire, le cholestérol. Ça réduit. exactement, c'est pour réduire le cholestérol. Parce que vous savez qu'ils sont rattachés aux lipides. Et les lipides, c'est Ah, le cholestérol. je savais bien. Et le Ça cholestérol m'avait pas sur les dit. problèmes cardiovasculaires, sur la réduction de la tension. De la tension. tension. Donc, en fait, quand vous avez trop de cholestérol, eh bien, là, vous avez un traitement aussi ça. qui est donné pour justement éviter. Alors, ça ne veut pas dire je prends mon cachet et je prends Et mes j'en aurai pas, statines oui. et donc je peux manger. je fais ce que je veux, c'est ouais. ça. Je peux me C'est gaver ça. comme une noix. C'est ça. Exactement. Ça ne Donc, veut pas dire ça. donc après, comment recourir aux statines? Donc, justement, il y a une évaluation de l'excès de votre taux de cholestérol. Et là, vous êtes en hypercholestérolémie. Et c'est un facteur de risque cardiovasculaire progressif. Et les valeurs limites pour instaurer un traitement ne sont pas à considérer comme le seuil absolu. Et en plus de ça, il faut savoir que votre organisme peut aussi, comme les personnes sur les personnes qui ont des triglycérides ou du cholestérol, ils peuvent avoir une bonne hygiène de vie, mais votre organisme fabrique ça. Et donc, vous pouvez aussi avoir de l'hypercholestérolémie sans forcément consommer parce que justement, et vous pouvez vous retrouver avec des statines aussi pour arriver à diminuer ce taux qui n'est pas un taux normal, mais qui n'est pas dû à une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie. Ça peut être congénital. De quoi? Le cholestérol ou héréditaire. Oui, mais oui, après, mais parce que voilà, bien souvent, après, dans une famille, et quand tu manges aussi très bien,
C'est que tu as l'habitude de manger très bien avec du beurre, avec des machins comme ça. Donc, c'est aussi tout ce que tu reproduis et l'hérédité, des fois, elle est aussi une hérédité dans les comportements. En fait. C'est ça. Donc, les statines sont-elles le premier traitement de l'hypercholestérolémie? Eh bien oui. Mais oui. Et bien sûr. Donc, je vais le lire. On estime qu'un traitement doit toujours commencer par des mesures hygiéno-diététiques. En cas d'échec, leur associer un médicament en commençant par des faibles doses. Les statines constituent la première ligne du traitement médicamenteux. C'est là où est le piège. Isolé, toujours accompagné, c'est ce que je disais, il ne faut pas prendre juste la statine et pour après arriver à rien faire à côté. Donc, il faut des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une activité physique régulière, une alimentation de type méditerranéenne ou j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi c'était marqué ça, et surtout limiter le stress et avoir une hygiène de vie. Exactement. Mais ça, c'est pour tout. Hein. La prise de médicaments ne fait pas tout, en fait. Tout à fait. Derrière, il faut tout le monde. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça. C'est pour tout le monde et pour tout, en fait. Parce qu'en fait, je cherchais l'information, mais sur le chou, pourquoi? Parce que justement, quand tu as des problèmes cardiaques ou que tu as des problèmes et que tu prends des anticoagulants, il faut être vigilant à la vitamine K. Ouais. Et la vitamine K se trouve justement dans le chou, dans la choucroute et les épinards, le cresson, le pissenlit, les choses comme ça. Donc, c'est pour ça que des fois, on te contrôle aussi ta vitamine K quand il y a une problématique cardiaque. Tu comprends? Après, on revient à pourquoi du comment. Hein? C'est pour ça qu'on nous prend des anticoagulants. Mais bien sûr. On te dit ça, mais plus avec les nouveaux anticoagulants. Avec le Xarelto, c'est plus d'actualité. C'est pour ça que peut-être, et si c'est plus d'actualité, alors tu me diras pourquoi on te contrôle ta vitamine K par prise de sang. On le contrôle. On le contrôle, oui. Voilà, et c'est pour ça que si jamais il y a un manque de vitamine K, eh bien, il faut supplémenter rapidement parce que sinon, il n'y a pas l'interaction avec l'anticoagulant. Oui, mais moi, mon médecin, je lui ai demandé, mon cardio, je lui ai demandé si, parce que je savais que par exemple, les haricots verts, le chou, comme tu dis, et tout ça, il m'a dit avec le Xarelto, ça a beaucoup moins d'importance. Il contrôle quand même, mais... Voilà, mais si donc dans ton alimentation, tu peux privilégier ça. Et sur les huiles, ils te disent justement de privilégier les huiles de colza, de soja, dans une moindre mesure, l'huile d'olive. Voilà. Parce que justement, en teneur lipidique, ils considèrent que... Alors même si le traitement, il est important, les poireaux, les asperges, les endives. Mangez du chou pour votre cœur, Tantine, elle dit. Mais oui. Ouais, mais pas pour vos intestins. Oh, pauvre. Non, partez encore pour vos intestins. Pour les flatulences. Pour les flatulences. Comment? Pas la choucroute? Non. Du chou, elle parle pas de choucroute. Ah oui, parce que moi, la choucroute, depuis que j'en prends, j'ai beaucoup moins. Ah, mais heureusement, mamie fait tout. Nous sommes rassurés. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Depuis qu'elle prend de la choucroute, elle a moins de flatulences. Heureusement. Entendu, je croyais avoir mal entendu, mais... Non. La choucroute crue, hein. Ah ouais, attention. Mais, Mamie Bétou, du coup, vous fera un cours sur la choucroute. Parce que je pense que s'il y en a une qui connaît bien la choucroute, c'est même. Je préfère la choucroute crue et la choucroute crue, moi. Elle vous expliquera en plus la différence. Chou-feu, Béatrice. Chou-fleur, je pense. Merci pour info chou-fleur. Ah oui, d'accord. De rien. De rien. Bientôt les vacances, Béatrice. Du coup, je n'ai pas vu le message de Tantine. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Une petite question, Tantine. Comment vas-tu d'hier? On voit que toutes les vitamines sont importantes, la K aussi. Ah oui. Ah, mais c'est sûr. Oui. Ah, oui. Ah, mais Annick vous réexpliquera les vitamines aussi, parce qu'il y a eu quand même au moins 4 ou 5... Il faut reformuler. Non, mais refaire, oui, c'est ça. C'est pour ça, moi, je crois qu'après cette concertation, de voir que je suis allée puiser dans tout ce puits de science, de cette fédération, de la recherche sur les statines, je crois que j'ai pris 5 kilos de matière grise avec ce bonbon. Moi, j'ai un peu plus cette matière. Je vais faire humilité 3 parce que maintenant, ça commence à trop remplir les tomes. En tout cas, moi, je trouve que c'est super intéressant. Chaque fois, je dis, ah, super.
Moi, chaque fois, je dis c'est super intéressant, mais je trouve que c'est super enrichissant de voir tout ça. Et en plus de ça, ah oui, parce que j'allais oublier. Oui. Justement, de faire tout ça, c'est aussi qu'on reconnaisse qu'on fait de l'information, qu'on fait de la prévention et qu'on peut être. Alors, coucou Jonathan, ça va? Et je travaille et finis ouf maintenant, course Lidl. Donc, tu y répondras, Jonathan, parce que c'est adressé à toi. Merci beaucoup pour cette super séance motivée. Ah, et donc, restez jusqu'au bout pour qu'on vous dise que justement, au fur et à mesure de travailler, le travail paye. Et moi, j'étais persuadée, et je suis toujours persuadée qu'en fin de compte, sur la prévention, et de travailler avec des instances des tutelles et de travailler avec des acteurs de proximité, tout le monde a y trouvé son compte. Donc, on va vous faire voir justement, on vous disait qu'on se servait beaucoup des sites de l'HAS, de l'OMS, d'Amélie, et sur toutes les associations et les fédérations qui sont spécialisées dans certaines maladies et des choses comme ça. Et je ne sais pas si ce soir, dites-moi des bêtises, dites-moi si ce n'est pas vrai, il y a ce week-end le Téléthon. Voilà, donc regardez et soutenez, quand vous entendez sur la thérapie génique, des choses comme ça, soutenez toutes ces associations, soutenez toute cette recherche parce que c'est super important. Donc voilà, si on peut caser ça, et ça c'est important de voir que même si on n'est pas concerné, la recherche a besoin. Et en plus de ça, quand on regarde le Téléthon, c'est bien quand même que l'histoire continue et que l'histoire elle est belle et que surtout ça aide énormément de famille, ça aide énormément de choses. Donc, vous voyez, il faut partager, pas prêcher que pour sa paroisse. Et c'est en grandissant, en échangeant qu'on devient encore plus grand. Oh là 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 maintenant, là. on va vous faire voir une petite vidéo. Non, mais c'est vrai. Tu n'as pas dit l'essentiel quand même. Non, mais attends, on fait voir la petite vidéo. Donc, on vous fait voir une vidéo et puis après, on vous fait voir, on vous dit. Donc, c'est Amélie. C'est Amélie qui parle. Oui, c'est monsieur Amélie. Agir ensemble, protégeons chacun. Donc voilà, en fait, c'était pour vous dire que justement, pour faire ça et pour donner l'accessibilité, vous voyez que des fois, là, on fait justement, on voit que de plus en plus, le numérique et les choses sont mises en avant et que tout va être en numérique. Et justement, la CPAM fait voir que allez sur le site et faites les choses sur le site parce qu'en 2022, il n'y aura que l'Internet. Et en fait, justement, c'est la CPM sollicite et Amélie viennent solliciter des acteurs locaux pour justement être des liens et des passerelles avec leur action et pour justement arriver à favoriser l'accessibilité à tous et à toutes en fonction des problématiques de chacun. Donc, c'est-à-dire que c'était très bien le numérique quand tu as le numérique, mais déjà, il faut avoir Internet chez soi, il faut avoir un ordinateur, il faut savoir lire, il faut savoir écrire, il faut savoir se connecter. Donc, ils se servent, ils ne vont pas se servir parce qu'on est consentant. Hein. Ils utilisent les ressources de secteurs et des personnes qui sont au plus près des gens et des usagers de la CPAM pour justement faciliter la communication. Et donc, voilà, on va développer ce partenariat. Et aussi, en janvier, une personne de la CPM, parce que c'est ça aussi, c'est pas juste mettre des flyers et donner, c'est que les personnes viennent vous voir et vous écoutent. Et donc, en janvier, je pense qu'on aura quelqu'un qui viendra et qui vous... Alors ça, on pourra le définir aussi ensemble parce que c'est important que ce soit pour vous. L'autre jour, on voyait sur le gluten que l'information ne passait pas.
Donc, c'est aussi se rendre compte qu'ils communiquent, mais après, ça ne va pas jusqu'au bout. Si le médecin ne le sait pas, si les personnes ne le savent pas. Et l'autre jour, j'ai parlé à une personne qui était justement dans un régime sans gluten et j'ai dit, mais tu sais, elle m'a dit, mais je ne le savais pas. Donc, c'est ça aussi, c'est créer de la communication, mais pour qu'au bout du compte, ça n'aille pas bombarder tout le monde et des personnes qui en ont besoin n'ont pas eu l'information. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions et si vous voulez une thématique sur la prévention ou sur des choses comme ça, eh bien, on va mettre un questionnaire justement pour savoir qu'est-ce que vous attendez des instances, et là, en l'occurrence, des tutelles, la CPM et Amélie. Et en fait, et on vous aidera pour ceux qui le souhaitent. Et il y en a plein d'autres choses qui seront mises en place pour vous aider à créer votre carnet, vous expliquer ce que c'est le DMP et vous rassurer sur toute cette nouvelle technologie et vous dire qu'en fin de compte, voilà, on peut accompagner et qu'il y a des moyens qui sont mis pour accompagner les personnes qui sont en difficulté. Quel beau lien et bel allié vous êtes. Merci. Oh, joli. Je pense qu'elle parle du clip. Oui. Parce que Claudine, tu me l'as déjà dit que j'étais jolie. Très, très bonne soirée, bonne émission. Reposez-vous. Bon week-end. Je vous embrasse tendrement. Merci, Claudine. Et bonsoir à tout le monde. Yes. Et bonsoir. Et on vous souhaite un bon week-end. Bonsoir, Ouais. Jonathan. Bonsoir, bon week-end. Et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Hein. Yes. La même chose. Les mêmes rendez-vous. Super. La même heure. La même heure. Même endroit. Au même endroit. Même moment. Dans 10 ans, on verra. L'équipe sera vieille, je pense. Allez, bon week-end, bisous. Allez, c'est qui t'en petite Ciao. Ciao, ciao. Tac, tac, Attends, tac. mamie, fais tout. Ah oui, attends, mais je vais la mettre sur la musique. Attention. Bonsoir. Bonsoir. Peu cher Valérie, jusqu'à c'était impressionnant. Ouais. Parce qu'un grand homme, quand même. Ciao, ciao, ciao. Bon week-end. Et jouer à l'euro million, 200 millions ce soir. Purée, on 200 millions. va le faire, on va le faire. 200 millions. On va faire pour acheter un château à Montpellier. Bien sûr, avec un bout d'argent.